à cette table ronde avec nos invités. Que je remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Avec moi, comme d'habitude, le docteur Christian Boyer. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu te présenteras tout à l'heure, hein, Christian, pour dire un mot. Donc, biologiste et formateur, docteur en physiologie humaine et biologie formateur, et aussi spécialiste des troubles digestifs. Également, Krotom Konaté, qui est nutrithérapeute spécialisée en SIBO et en digestif, qui est autrice aussi, et le docteur Paul de Sadler, qui est pharmacien et qui est directeur médical Nutrimed. Donc, euh, Merci d'être présent avec nous pour cette table ronde et bienvenue à toutes et à tous. Avant de vous donner la parole pour vous présenter, je vais juste dire deux, trois mots sur cette table ronde afin de vous présenter un peu le déroulé de la table ronde et ensuite on passera à la présentation de chacun d'entre vous. Cette table ronde s'inscrit dans la continuité des tables rondes qu'on avait déjà effectuées euh, et organisées depuis un certain temps, depuis quelques mois. Cette table ronde s'intitule Les troubles du microbiote intestinal avec un focus spécifique sur le SIBO, l'IMO et l'ISO, ou les dysbioses avancées, les dysbioses profondes. Cette table ronde s'inscrit dans le cadre des conférences et tables rondes qui sont préparatrices au prochain congrès du mois d'octobre, 11 et 12 octobre prochain. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, certainement qu'il y en a qui se sont déjà inscrits à ce congrès, donc le congrès Microbiome 360 degrés. Donc, le plan de cette table ronde, après la présentation des panélistes, va s'articuler sur quatre thématiques précises. Donc, on a l'introduction, déjà, des définitions. Qu'est-ce que c'est que le SIBO, l'IMO, l'ISO, etc. On va parler aussi des analyses des gaz expirés et ainsi de suite. Donc, ensuite, on va parler également, on va aborder avec nos invités le SIBO et ses liens avec les parasites ou les parasitoses. En troisième lieu, on abordera donc le SIBO et les LPS, donc les lipopolysaccharides. Et ensuite, on abordera la prise en charge, bien entendu, pour clôturer cette table ronde. Comme je vous disais, cette table ronde est organisée dans le cadre des conférences et tables rondes préparatrices au congrès Microbiome 360 qui se déroulera, je répète, les 11 et 12 octobre prochains, sur Lyon. Vous restez avec nous jusqu'à la fin, on vous donnera plus d'informations par rapport à ce congrès-là et par rapport aux orateurs également. Et on a également quelques surprises ici à annoncer au cours de cette table ronde par rapport au congrès. On remercie bien entendu tous les partenaires de ce congrès, les sponsors, les partenaires médias et tous ceux qui nous ont aidés également à organiser, à co-organiser ou également à communiquer sur ce congrès. Voilà, cette petite présentation nous a permis de comprendre un peu de quoi il s'agit par rapport à cette table ronde et également à attendre un petit peu les retardataires. Je précise qu'on est à 1600 inscrits à cette table ronde, on est à 258 maintenant, ouais, 259 participants. On en aura de plus en plus au cours de cette table ronde. Voilà. Merci encore à vous trois d'avoir accepté cette invitation et je vais vous demander de vous présenter. Vous avez quelques minutes pour vous présenter. On peut commencer par Krotom, si tu veux bien te présenter. Bonjour, avec plaisir. Bonjour à tous. Je suis Krotoum Konaté. Je suis nutrithérapeute, biochimiste, agronome de formation. Avant d'être thérapeute, été directrice d'un institut de recherche en agriculture biologique et travaillé dans l'agroécologie, on va dire, pendant 20 ans. Aujourd'hui, effectivement, j'accompagne pas mal de personnes. Je pratique ce qu'on appelle la nutrition fonctionnelle
Et j'ai plutôt un axe ciblé sur les troubles digestifs, donc évidemment le SIBO, mais je travaille aussi sur les déséquilibres du côlon et toute cette interaction système immunitaire, microbiote intestinal, système hormonal, système digestif, etc. Et je suis donc installée à Paris et je suis aussi autrice d'un livre qui s'appelle Je me libère du SIBO, paru en juillet 2022. Très bien, merci. Donc, on retrouvera Crotum tout à l'heure, donc que ce soit dans la partie d'introduction par rapport aux causes et au diagnostic là, des dysbioses, ou encore dans la deuxième partie par rapport aux parasitoses notamment. Paul, tu peux te présenter. Oui, bien sûr. Merci. Bonsoir Amine, bonsoir tous, tout le monde. Merci pour l'invitation et bravo pour organiser cette soirée. Vous avez beaucoup de participants, c'est magnifique. Je m'appelle Paul de Serdeleur, je suis docteur en pharmacie. Je suis, disons, conférencier. Comme vous l'entendez, le français n'est pas ma langue maternelle, donc si jamais vous avez l'impression que je cherche mes mots, excusez-moi. Euh, D'autre part, je suis directeur médical de Nutrinet Research Nutrition. C'est un laboratoire qui développe des compositions nutritionnelles à base d'études scientifiques. On a pas mal d'études qui sont aussi publiées. Et dans mes activités, mais aussi dans notre modèle, la communication, le soutien clinique sont essentiels parce que souvent, on voit que les cliniciens sont quand même assez isolés et c'est justement là que nous, mais bon, vous aussi, qu'on essaye d'intervenir. Euh, Sinon, je suis enseignant pour différentes écoles de médecine fonctionnelle en Europe, l'école italienne, l'école espagnole, l'école roumaine et en novembre, j'ai même mon premier cours pour la nouvelle école ukrainienne. Et je crois quand même que c'est important de citer cet événement parce que, bon, l'Ukraine et la Russie avaient une école médecine fonctionnelle en commun, une très grande école, pour des raisons évidentes. Bon, les écoles se sont séparées et on reprend les cours pour l'école ukrainienne au mois de novembre. Bien sûr, des cours en ligne. Euh, Moi, vu que je suis un peu globe-trotter et que je voyage d'école en école, j'ai toujours essayé de créer des liens entre ces différentes écoles. Et aussi ce soir, ou plus tard, j'espère peut-être bien pouvoir connecter je vais dire, association avec d'autres écoles ou associations en Europe parce que je crois qu'il y a vraiment il y a un besoin parce que aux États-Unis, par exemple, on a les grands instituts comme A4M et IFM. Donc là, c'est beaucoup plus facile effectivement d'accéder et de suivre des cours. En Europe, c'est un peu plus compliqué. Donc, je crois que que c'est très important, effectivement, de voir comment on peut mieux travailler tous ensemble, ce qui bénéficie non seulement les cliniciens au point de vue connaissance, mais bien sûr, d'autre part aussi les patients. Voilà. Merci Paul, merci pour cette présentation. Merci. Donc tu as parlé d'Ukraine. Moi j'ai beaucoup d'amis ukrainiens. J'ai publié quelques dizaines d'études avec des amis ukrainiens de différentes universités, facultés de médecine d'Ukraine et aussi des Russes également. J'ai des amis russes là-bas, donc intéressant. Des points communs, voilà. Donc Christian, je te passe la parole pour te présenter pour celles et ceux qui te connaîtraient pas. Eh bien, ok. Alors moi, je suis Christian Boyer. J'organise, du coup, je co-organise avec Amine le congrès, la Microbiome 360, dont on va vous reparler au long de cette présentation. Donc, il y a un congrès qui aura lieu à Lyon les 11 et 12 octobre, et donc spécifiquement axé sur les troubles du microbiote de manière large, et notamment sur le SIBO, l'IMO, l'ISO, tout ce dont on va vous parler maintenant. Et bon, pour vous présenter rapidement mon parcours, moi, je suis de base plutôt on va dire je viens de la partie plutôt recherche, hein. J'ai fait un doctorat
en biologie de la santé et en physiologie humaine, et j'ai travaillé notamment durant mes études sur le microbiote intestinal, mais aussi également sur d'autres sujets, notamment, voilà, je suis aussi nutritionniste de formation, et du coup, je me suis spécialisé ces dernières années donc, dans tout ce qui est la micronutrition et dans la prise en charge des troubles axés sur les problématiques hormonales aussi, je rappelle, parce que des fois, on me colle l'étiquette SIBO et troubles digestifs, mais aussi je m'intéresse beaucoup au système hormonal et aux troubles hormonaux d'une manière générale, mais particulièrement donc, du coup, sur le microbiote. Voilà. Et je suis formateur aussi, c'est vrai que comme Amine l'a dit, je fais aussi beaucoup de formations que je fais pour les professionnels de santé, hein, aussi. J'ai de plus en plus aussi de médecins, je suis content d'en voir de plus en plus qui viennent à mes formations pour apprendre sur les problématiques notamment du microbiote. Et puis voilà, avec Amine, je suis amené aussi à faire très souvent des conférences un peu partout. Eh bien, merci Christian. Et donc, moi, je vais dire deux, trois mots parce que j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires là-dessus. Moi, je m'appelle Amin Gasmi, je suis physiologiste à la base, physiologiste du sport et nutritionniste également. Je suis docteur en nutrition et je préside la Société francophone de nutrithérapie nutrigénétique appliquée où on organise des congrès, des formations et surtout on fait beaucoup de recherches. On a plus d'une centaine d'études scientifiques publiées dans différents journaux en collaboration avec différentes universités que ce soit européenne ou américaine, en Inde, ce que je disais tout à l'heure, l'Ukraine, la Russie, des universités en Afrique du Nord également, etc. Et je suis également formateur, on va dire en Europe francophone et Afrique du Nord francophone, quelques milliers de médecins plus ou moins formés en Afrique du Nord et quelques centaines de praticiens, on va dire, en Europe francophone formés. Et j'organise des congrès, comme disait Christian, et ceci est un parmi les congrès que j'organise, que je co-organise actuellement avec Christian. Et alors, donc, avant de commencer, puisque je vois qu'il y en a encore voilà, presque 80 là, qui viennent nous rejoindre depuis le début, donc je rappelle le congrès Microbiome 360 les 11 et 12 octobre prochains, à Lyon. On aura des spécialistes de renommée mondiale donc du SIBO, notamment le docteur Marc Pimentel, qui est le numéro un mondial médecin-chercheur dans la thématique du SIBO, ainsi que Nirala Jacobi également et Alison Seabaker qui seront avec nous durant cet événement ou durant ce congrès. On a aussi tout un autre panel très riche de conférenciers, d'intervenants autres, hein, français, belges, des spécialistes, chacun voilà, venant d'horizons différents. Donc, euh, je vous parlerai un peu tout à l'heure par rapport au... On a un code promo, là, SIBO 20, qui est disponible jusqu'au dimanche 31 août, jusqu'à minuit. N'hésitez pas à vous inscrire parce que les places sont limitées. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation et on va commencer donc tout de suite sans plus tarder cette table ronde et je vais m'adresser pour commencer à Christian. Donc, puisqu'on disait, on va commencer par une introduction et des définitions. Si tu peux, Christian, nous faire un petit rappel sur ce que sont ces dysbioses avancées, hein, l'ISO, l'IMO, le SIBO, juste très rapidement, hein, de manière très rapide pour qu'on puisse comprendre. Et si tu peux aussi en même temps, puisque de toute façon c'est lié, hein, c'est un sujet qui est lié, si tu peux aborder aussi un petit peu succinctement les analyses des gaz expirés et comment que ça permet de distinguer entre ces différents types de dysbioses. Merci. J'ai fait une petite dia, tu veux que je présente Oui, bien sûr, vas-y. comme ça? Hop, normalement on voit bien, ça va? Oui, très bien, Ok, vas-y. parfait. Donc là, c'est vraiment une petite dia d'introduction, hein, parce qu'après, vous allez voir, c'est sous format, c'est bien, c'est très sympa aussi comme ça, sous format table ronde. Donc on a un programme préétabli, mais en fait, ça part toujours des fois dans d'autres pistes, dans d'autres chemins, mais c'est ça aussi qui est intéressant. Donc voilà, j'ai une petite dizaine de diapos vraiment pour essayer de faire des rappels extrêmement importants et d'apporter aussi des précisions. Alors il y a des choses que certains d'entre vous connaissent sûrement, et puis pour d'autres, ça va être des nouvelles informations. Mais voilà, c'est important pour moi de poser aussi les bases. Et donc voilà, que tout le monde sache un peu de quoi on parle. Quand on parle du coup du SIBO, donc c'est un acronyme anglais, hein, c'est pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth, donc ça veut dire une pullulation bactérienne de l'intestin grêle, c'est normalement tout le monde connaît.
c'est une dysbiose de l'intestin grêle. Donc, qu'est-ce qu'on entend par dysbiose? C'est une rupture de l'équilibre de la flore intestinale. Vous verrez, ça, c'est une notion qui est importante. Une dysbiose, c'est pas forcément un problème dans le côlon, ça peut être dans le grêle. On peut avoir une dysbiose de la flore cutanée. Donc, voilà, dysbiose, ça veut dire rupture de l'équilibre de la flore. Ici, dysbiose intestinale, donc c'est de la flore intestinale. Ce SIBO-là, ce n'est pas une infection bactérienne, c'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que, par exemple, juste l'utilisation d'une antibiothérapie ne va pas venir à bout du problème. Hein. C'est pas comme une infection à Clostridium difficile ou à d'autres bactéries où on donne un antibiotique et entre guillemets, c'est réglé. Donc c'est une population de bactéries qu'on appelle des pathobiontes, hein, et non de bactéries pathogènes. Donc c'est des bactéries qui font partie de notre microbiote, mais qui en excès peuvent provoquer des problèmes. Donc ces bactéries, qui sont présentes de manière excessive dans le grêle, elles vont fermenter en fait de manière excessive les glucides simples et complexes. Donc ça va être les FODMAP, les amidons, le glucose. Les bactéries qui pullulent dans le cadre du SIBO sont capables en fait euh, d'utiliser un très très grand nombre de glucides en fait. Donc le problème de cette hyperfermentation, c'est que ça va venir endommager la muqueuse de l'intestin grêle. Donc après, on parlera aussi de la perméabilité intestinale, des problèmes d'endotoxémie, c'est-à-dire de passage de LPS dans le sang. Donc ça, on va le développer après. Et donc c'est très problématique le SIBO parce que ça endommage la muqueuse intestinale. Donc on a une perte de l'activité de certaines enzymes, des enzymes digestives, mais aussi de la DAO, qui est par exemple l'enzyme qui dégrade l'histamine. Et bon, ça donne, tout ce SIBO-là va donner du coup des symptômes. Cet excès de bactéries va provoquer voilà, des gaz, des ballonnements, éventuellement aussi participer à des douleurs intestinales, un ventre qui gonfle. Donc il y a trois composantes dans le SIBO. La localisation qui est l'intestin grêle, la composante quantitative, donc le côté trop de bactéries, et surtout la plus importante, je dirais, et c'est celle qu'on met en avant comme étant la plus importante, c'est cette notion qualitative, c'est-à-dire vraiment de dysbiose, de rupture de l'équilibre du microbiote. Donc il faut chercher à rééquilibrer ce microbiote-là. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'études, des fois qui ont du mal ou qui remettent un peu en cause cette idée comme quoi il y aurait trop de bactéries. Des fois, on a du mal à détecter le trop de bactéries, mais quand on va plus loin, qu'on analyse le microbiote d'intestin grêle, on se rend compte que c'est des bactéries qui ont pris le dessus par rapport à d'autres. Alors, le SIBO, il faut savoir qu'il n'est pas considéré strictement comme une maladie, même s'il fait partie depuis octobre, je ne sais pas de bêtises, octobre 2023, en tout cas un peu avant 2024, il est rentré dans les codes ICD de l'OMS, donc c'est la classification internationale des maladies, parce qu'il n'y en a pas des classifications internationales des troubles fonctionnels, donc voilà, tout est là-dedans. Et donc, en tout cas, ce n'est pas strictement une maladie. Alors, c'est pas dire que c'est pas grave, que ça peut pas. Il y a des gens qui en souffrent beaucoup, donc ça ne remet pas en cause la gravité du problème. Mais en tout cas, c'est voilà, un phénomène qui est causé par un dysfonctionnement dans la physiologie intestinale ou même une maladie sous-jacente. Il y a certaines maladies qui peuvent amener au développement du SIBO. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est que pour se débarrasser d'un SIBO, il faut prendre en charge les causes à l'origine. C'est un peu comme si vous aviez voilà, une flaque d'eau dans votre salon et que il y a le toit qui est troué. Si vous passez juste la serpillière, vous allez peut-être voilà, enlever un peu d'eau, mais la prochaine pluie, vous avez de nouveau de l'eau. Et donc, du coup, il faut réparer le trou dans le toit. Lorsqu'on s'intéresse un peu justement dans le SIBO au microbiote de l'intestin grêle, là, on a une étude intéressante qui avait regardé donc, la flore, qui avait séquencé en fait un séquençage ADN des bactéries. Et donc, du coup, au niveau du jéjunum, donc c'est au niveau intestin grêle, hein, d'accord? On a le duodénum puis le jéjunum. Et donc, du coup, il y a eu un séquençage complet qui a été fait dans ces études chez les personnes qui avaient un SIBO. Et les résultats étaient intéressants parce qu'ils montraient que la population de bactéries qui était présente chez les gens qui avaient donc le SIBO, c'était une population voilà, complexe, comme je disais, d'anaérobie, donc de bactéries qui ne tolèrent pas l'oxygène, pardon, anaérobie facultative, donc elles pouvaient aussi tolérer de l'oxygène, qui ressemble à la flore buccale tout en étant très différentes. Et le SIBO semblait pas être non plus un problème d'afflux de bactéries venant du côlon, mais semblait plutôt impliquer une croissance excessive en fait de la flore endogène de l'intestin grêle. Donc l'idée selon laquelle le SIBO, c'est des bactéries du côlon qui remontent dans le grêle, ça a été un peu voilà, démonté depuis quelques années. Les récentes études vont plutôt dans le sens que c'est des bactéries qui sont déjà dans le grêle qui vont prendre le dessus. C'est très rarement finalement des bactéries du côlon qui vont passer dans le grêle. Donc ça, les études ont mis ça en avant, donc c'est important de revenir sur ce sujet-là. Et ce que les études ont également montré, c'est que le microbiote du duodénum est altéré dans le cadre du SIBO.
Donc on a notamment une forte augmentation des protéobactéries, donc du phyla des protéobactéries chez les patients qui ont un SIBO. On voit ici, vous voyez là, le microbiote euh, de l'intestin grêle d'un patient qui n'a pas un SIBO. On voit qu'il y a une certaine une certaine proportion de protéobactéries. Et on voit bien que chez les patients qui ont un SIBO, on a vraiment une explosion, en fait, une expansion de ces protéobactéries. Et c'est pas n'importe lesquelles en plus. Lorsqu'on va plus précisément dans les données, c'est plutôt une augmentation des bactéries comme Klebsiella, Escherichia shigella et Aeromonas. Alors là, on passe aussi sur quelque chose qui est important puisque c'est la définition des termes dont on va vous parler après, et c'est notamment ce qu'on appelle les trois configurations. Il y a ce qu'on appelle la configuration hydrogène, la configuration méthane et la configuration hydrogène sulfureux, H2S. Et donc, chaque configuration a un petit nom. Quand c'est une configuration hydrogène, c'est ce qu'on appelle le SIBO. Quand c'est une configuration méthane, c'est ce qu'on appelle l'IMO, pour Intestinal Methanogens Overgrowth. Et H2S, là, maintenant, les nouveaux termes qui sont apparus en 2024, c'est ISO pour Intestinal Sulfide Overproduction. Donc maintenant, vous verrez parler de ces termes-là, hein, c'est les termes qui sont utilisés actuellement. D'ailleurs, il faut savoir, ça c'est une notion aussi importante, attention, euh, les cumuls de configuration sont tout à fait possibles et d'ailleurs, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Donc c'est possible que, par exemple, si vous avez détecté un SIBO et que vous n'avez pas d'IMO, vous pouvez quand même avoir un ISO, vous pouvez avoir un ISO plus un IMO, et vous pouvez avoir les trois. Donc toute configuration est possible et le cumul arrive des fois, comme j'ai dit, plus souvent qu'on ne le pense. Alors ici, on a, ça c'est des données qui viennent du docteur Pimentel, dont on a parlé au départ, donc un des grands spécialistes SIBO, donc il travaille au Cedars-Sinai à Los Angeles, donc fait beaucoup de recherches sur les traitements et même sur le SIBO, sur le microbiote de l'intestin grêle. On lui doit beaucoup d'avancées dans la connaissance justement de ce microbiote du grêle et beaucoup de données, notamment sur l'efficacité de certains antibiotiques, comme la rifaximine vient aussi des études de Dr Pimentel. Et donc, bon, là, si on regarde un petit peu les bactéries qui semblent être impliquées dans chaque configuration, donc pour l'hydrogène, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est particulièrement E. coli et Klebsiella qui ont tendance à pulluler, à prendre le dessus sur les autres, et d'ailleurs plutôt Klebsiella pneumoniae. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces termes-là. Donc, SIBO, c'est pour un problème de surcroissance dans le grêle, mais on a aussi un autre terme, parce que les Américains aiment bien avoir des termes pour chaque problématique. Et donc, du coup, quand il y a trop de bactéries, par exemple de fermentation dans le côlon, on appellera ça un LIBO. Bon, soit. Donc, retenez, SIBO, c'est intestin grêle, et les microbes responsables de cette problématique-là, c'est E. coli, Klebsiella. Ensuite, lorsqu'on parle de l'IMO, du coup de la configuration méthane, avant on parlait bon, de cibométhane, d'IBSC, bon ça c'est des choses particulières parce qu'on faisait un peu la distinction entre le grêle et le côlon. Et puis maintenant on a enlevé ces termes-là et on parle d'IMO, puis finalement on s'est rendu compte que ces méthanogènes, elles peuvent aussi bien pulluler dans le grêle que dans le côlon. Et un excès de méthanogène dans un endroit comme un autre est problématique et a tendance à amener d'ailleurs à la constipation. Globalement, l'archéméthanogène, principalement, qui est présente en plus grand nombre en cas d'IMO, c'est Methanobrevibacter smithii. Alors, il y a plein d'archéméthanogènes. L'archéome est quelque chose d'assez complexe, hein, mais en tout cas, on sait que c'est particulièrement cette archée-là qui est responsable de la production de méthane en grande partie chez l'humain, et du coup qui est augmentée de manière excessive en cas d'IMO. Et enfin, donc pour la configuration H2S, qu'on appelle maintenant ISO. Alors attention, SIBO-H2S et LIBO-H2S, les termes restent valables, hein. C'est pas faux de les utiliser. Ça permet de donner justement une notion de où est le problème, parce que quand quelqu'un a un ISO, vous savez qu'il a un excès de bactéries productrices d'H2S, mais finalement, elles sont où ces bactéries? Bah, si elles sont dans le côlon, c'est un LIBO-H2S, si c'est dans l'intestin grêle, c'est un SIBO-H2S, et on peut avoir les deux ensemble. Mais voilà, on a rassemblé ces termes-là sous le terme ISO. Par contre, vous voyez quand même, c'est pour ça qu'on fait la distinction aussi, c'est que on voit quand même qu'il ne s'agit pas des mêmes bactéries, que ce soit dans le côlon ou dans le grêle. En cas de LIBO-H2S, c'est plutôt des bactéries comme Desulfovibrio et Fusobacterium qui ont tendance à être surreprésentées, alors que lorsqu'il s'agit d'un SIBO-H2S, c'est plutôt notamment Proteus mirabilis et d'autres bactéries comme Desulfobulbus par exemple, qui ont tendance à être surreprésentées dans l'intestin grêle. On dira un petit mot après sur les tests. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué en France. Enfin, en tout cas, en France, il n'y a pas un seul hôpital ou laboratoire qui propose le dosage de l'H2S via test respiratoire.
On a des tests qui existent qu'on peut faire venir d'autres pays, comme l'IBS Smart aux États-Unis ou certains en Espagne, laboratoires font doser l'H2S. On n'a encore pas trop de recul sur l'entière fiabilité de ces tests-là. En tout cas, voilà, sachez que aujourd'hui, pour l'H2S, finalement, le test qu'on a tendance à donner, c'est une analyse du microbiote pour voir ce qui se passe dans le côlon. Alors, c'est soit pas un reflet de ce qu'il y a dans le grêle, mais souvent, quand il y a un excès de bactéries sulfato-réductrices, on a tendance à en trouver aussi en excès dans le côlon et pas dans le grêle. Donc, des fois, on va céder l'analyse du microbiote. Et si on voit trop de bactéries H2S dans le côlon, on va dire à la personne, OK, vous avez un ISO, vous avez un libo H2S sûr, puisque j'ai vu ce que vous aviez dans le côlon. Par contre, le SIBO H2S, bon, ben, ça dépendra aussi des symptômes de la personne. Bon, ça, c'est le tableau complet, mais c'était voilà, vraiment pour vous présenter ces trois configurations. Donc, si vous avez compris qu'il y a trois configurations qui existent, H2S, H2, hydrogène et CH4, méthane, vous avez déjà compris déjà beaucoup de choses. Euh, et je vais juste terminer par ça, en fait, c'est la dynamique des gaz. C'est pour vous expliquer les relations entre l'hydrogène, le méthane et l'H2S. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du SIBO, comme on l'a dit, vous avez des bactéries productrices d'hydrogène comme E. coli, Klebsiella qui vont fermenter certaines molécules qu'on retrouve dans les aliments, comme les amidons, les FODMAP, et donc du coup, elles vont produire de l'hydrogène. Cet hydrogène peut avoir, on va dire, deux devenirs. C'est pas obligatoire, hein, qu'à chaque fois il y ait des méthanogènes derrière, mais en tout cas, il va pouvoir amener euh, derrière à être capté par les méthanogènes pour produire du méthane. Alors attention, vous verrez, je vous dirai la même chose pour l'H2S. L'hydrogène ici, que ça soit pour le méthane ou l'H2S, l'hydrogène est un donneur d'électrons, d'accord? Donc ça, c'est important quand même à le comprendre. En tout cas, c'est un donneur d'électrons qui est quasiment exclusif qui est exclusif en fait pour les archées méthanogènes. Ce qui veut dire que si on coupe l'hydrogène, on coupe aussi le méthane. Ça, c'est vrai. Vous allez voir que c'est pas tout à fait la même chose pour l'H2S. En tout cas, voilà, on a des archées, comme le méthanebrevecter smithii, qui ne sont pas des bactéries, font partie d'un règne à part, et donc du coup, elles sont capables de récupérer l'hydrogène pour faire du méthane. Cet hydrogène peut aussi amener à la formation d'H2S, d'accord? L'hydrogène ici est un donneur d'électrons euh, pour former de l'H2S, mais ce n'est pas le donneur d'électrons généralement préférentiel ni exclusif. Ce qui veut dire, du coup, je vais le redire après, mais que si vous coupez l'hydrogène, vous n'avez pas nécessairement coupé la formation d'H2S. C'est bien plus complexe que ça. C'est pour ça, du coup, que la prise en charge est très différente entre un SIBO, un IMO. Encore, il y a des choses communes entre le SIBO et l'IMO dans la prise en charge, mais pour l'H2S, c'est totalement différent. Même dans le cadre des régimes, on fait surtout pas de régime faible en FODMAP. Ça a tendance à aggraver la problématique. Puis si il y a d'autres donneurs d'électrons, juste couper l'hydrogène ne réglera pas la problématique. Donc c'est plutôt des régimes bas en soufre qu'on va faire. On reviendra sur ça plus tard. Donc vous avez des bactéries productrices d'H2S comme Desulfovibrio, Fusobacterium, Bilophila, d'accord? Et ces bactéries sont capables du coup de produire ces fameux hydrogènes sulfureux, d'ailleurs qui est hautement inflammatoire. Et parmi les bactéries productrices d'H2S, on en a plusieurs types. Et on a notamment ce qu'on appelle les sulfato-réductrices. Ils sont capables d'utiliser le sulfate. On a aussi des bactéries comme la Bilophila qui, elle, a tendance à utiliser plutôt certains acides aminés soufrés ou certaines molécules soufrées. Notamment, elle est capable d'utiliser la taurine qu'on retrouve dans la bile, d'où le nom Bilophila, aime la bile. Donc voilà, on a tout un tas de molécules, de bactéries, pardon, qui sont capables d'utiliser différentes sources de soufre pour former l'H2S. Et je terminerai du coup sur ça. C'est du coup la preuve par des études, parce que c'est important aussi d'en parler, du fait que du coup, l'hydrogène pour l'H2S est un donneur d'électrons. Il existe d'autres donneurs d'électrons. Et là, on voit sur des publications que dans les bactéries sulfato-réductrices, on a des donneurs d'électrons comme le pyruvate, l'éthanol, le lactate, l'acétate. En fait, on se rend compte que l'hydrogène n'est pas forcément un donneur d'électrons préférentiel. D'accord? Il y a des bactéries comme des sulfovibrio qui peuvent utiliser très bien le lactate ou l'hydrogène. Et donc, du coup, c'est pour ça que ce qu'il faut garder en tête, c'est que si vous voulez couper le méthane, la production de méthane en coupant l'hydrogène, vous coupez effectivement la production de méthane. Mais dans le cas de la sulfidogénèse, la production d'H2S, si on coupe l'hydrogène, on n'a pas forcément nécessairement, obligatoirement, une diminution de l'H2S, hein. Il y a d'autres donneurs d'électrons. Donc voilà, c'était vraiment les choses importantes à avoir pour comprendre derrière ben, aussi les prises en charge qui doivent être différentes en fonction des problématiques. Et un SIBO ne s'en prend pas tout à fait en charge de la même façon que l'IMO, et encore moins, voilà, l'ISO se prend en charge de manière très très différente du SIBO et l'IMO.
Voilà, c'en est fini pour la petite introduction. Très J'essaie de bien, faire la plus merci. complète possible. Ok, merci Christian pour cette introduction. Donc, où tu as abordé les bases, en fait, les trucs les plus basiques là, de l'ISO, l'IMO et le SIBO. Et donc, pour compléter ta présentation ici, je vais m'adresser dans un premier temps à Paul, si, oui, par rapport aux causes du SIBO. Est-ce que tu peux nous donner une idée, adresser comme ça portrait de ce que sont les causes principales du SIBO. SIBO, IMO, ISO, enfin les SIBO avancés. Je crois que, comme vous tous, je crois que le SIBO n'est pas un problème isolé. Surtout moi, de mon expérience dans la médecine fonctionnelle, je vois le SIBO comme, comme la suite d'un déséquilibre total ou d'une inflammation chronique. Et à ce moment-là, vous savez que tous les facteurs qui contribuent à cette inflammation doivent être adressés, hein. Le stress, la pollution et autres. Maintenant, ce qui m'intéresse souvent et surtout dans le SIBO, c'est de voir comment le SIBO est, est présent dans d'autres pathologies complexes. Et là, je cite par exemple, parce qu'on sait tous qu'on voit beaucoup de SIBO du moment qu'il y a une gastroparésie, hein, c'est logique. Mais les gastroparésies, on les voit par exemple dans la première phase du Parkinson, hein, parce que si effectivement le Parkinson, c'est une accumulation de protéines qui sont mal pliées, mal développées dans les neurones dopaminergiques, eh bien on sait que, et ça a été publié, que c'est les neurones entériques qui sont les premières neurones à être agressés, je dis. Donc, si effectivement, chez les Parkinson, on voit souvent gastroparésie et problèmes intestinaux en premier lieu, eh bien là aussi, on va voir des SIBO. Ou un autre exemple, c'est par exemple les traumatismes crâniens. Parce que dans le traumatisme crânien, là où les neurones sont détruites et éjectent ATP et chémokin, eh bien, on sait que dans un réflexe je vais dire, pour réparer, les astrocytes vont ouvrir cette barrière hémato-encéphalique. Et ensuite, là, on cite le nerf vague. Quelques minutes plus tard, on ouvre aussi cette barrière intestinale. Donc, et c'est aussi dans ces situations-là, hein, à l'origine traumatisme crânien, que après, effectivement, on voit des SIBO et des problèmes intestinaux qui sont secondaires et qui sont très difficiles à traiter. Donc, vous voyez, ça, c'est surtout l'aspect qui m'intéresse, comment le SIBO contribue et participe, ou même dans l'endométriose. On sait que chez les patientes qui souffrent d'endométriose, vu que la circulation sanguine intestinale est altérée, que là aussi, souvent, on voit endométriose et SIBO. Donc, vous voyez, ça, c'est des overlaps qu'on voit souvent. Mais bon, si, Amine, si en premier lieu, si tu me demandes quels sont les autres facteurs qui sont à l'origine du SIBO, eh bien, je crois que d'office, si je respecte les hiérarchies, il faut naturellement, en premier lieu, que je parle de l'hypochloridrie, hein, donc le manque d'acide d'estomac, qui est naturellement ce qu'on voit souvent chez les patients qui prennent des IPP à longue durée, mais ça se voit aussi chez les hélicobactères ou même chez les personnes âgées d'une manière générale. Donc, si effectivement on parle de SIBO comme vous le faites d'une manière très détaillée, et si en premier lieu on croit que voilà, c'est une pathologie qu'on ne voit pas souvent, eh bien, je crois que souvent elle fait partie voilà, de l'aspect complexe de beaucoup de pathologies ou d'inflammations chroniques. Merci donc pour ce topo sur les causes du SIBO. Donc là, tu as cité des exemples et tu as tout à fait raison là sur les différentes causes qui pourraient être. Enfin, le, la vision que tu as donnée, c'est le SIBO qui est secondaire à des problématiques des troubles métaboliques
ou physiologiques plus complexes. Et là, par exemple, tu as cité le Parkinson. Là, dans le cadre de ce qu'on appelle la neuropathie digestive, tu as le Parkinson. Puis on peut citer, tu sais certainement, le diabète, neuropathie diabétique, la sclérodermie ou autres qui causaient ça. Et tu avais aussi cité le manque d'acide chlorhydrique. Et là aussi, tu as aussi les sels biliaires, le manque de sels biliaires, l'insuffisance pancréatique, l'immunodépression, le manque d'IgA sécrétoire et tout ça. Donc oui, globalement, c'est toutes ces causes-là avec l'usage notamment des IPP là, pour l'hypochlorhydrie et aussi les antibiotiques, l'usage excessif des antibiotiques. Et donc je reviens justement à Crotum par rapport à... alors, si tu peux déjà, si tu as d'autres causes à ajouter par rapport à ce que disait Paul, et en même temps, est-ce que tu peux aussi, oui, nous confirmer ou non cette, oui, ce raisonnement que le SIBO est toujours secondaire à quelque chose de plus complexe, ou est-ce qu'on pourrait pas avoir un SIBO qui serait plutôt principal et qui provoquerait d'autres pathologies, ou pas? De se dire que le SIBO est une conséquence. Ouais. Justement. Oui, effectivement, dans les causes, bon, elles ont été listées, mais je voulais revenir, effectivement, c'est intéressant de vraiment se poser la question, est-ce que j'ai un déficit au niveau de la physiologie intestinale? Si j'ai un défaut de mastication, ça peut poser un problème. Si mon estomac ne produit pas assez d'acide chlorhydrique, donc quand on se retrouve en situation d'hypochlorhydrie, qui peut être liée par exemple aussi à une hypothyroïdie, c'est déjà un mécanisme en cascade qui peut nous ramener le SIBO. Tu as parlé rapidement des sels biliaires. Moi, je le constate souvent quand même que des personnes se retrouvent avec une prolifération bactérienne parce que au niveau hépatique, on a un dysfonctionnement de ce fameux cycle entérohépatique avec du coup une moins bonne production soit des acides biliaires où on peut se retrouver avec une cholestase et on l'oublie souvent, mais ces sels biliaires en plus d'aider à assimiler les acides gras, les vitamines liposolubles ou d'aider à assimiler les oméga 3, etc. Ça a une fonction anti-nettoyante, antimicrobienne, antifongique, même antiparasitaire. Donc, si mon cycle entérohépatique ne fonctionne pas bien et que les acides biliaires, notamment conjugués, ne font pas ce travail de nettoyage au niveau de l'intestin grêle, alors effectivement, comme l'a dit Christian, des pathobiontes peuvent se proliférer parce que justement, cette régularisation ne se fait pas bien. On peut aussi avoir un défaut immunitaire. Certains ont effectivement des immunoglobulines A sécrétoires qui sont un peu plus faibles. Du coup, ça protège moins bien et on peut se retrouver avec un terrain inflammatoire. Donc voilà, donc ça c'est déjà, on va dire, au niveau des dysfonctionnements, on va dire, de la physiologie digestive. Et puis, il y a ce fameux complexe, pardon, migrant moteur ou moteur migrant, je ne sais jamais dans quel sens il faut le dire. C'est hyper important puisque pas mal de personnes, finalement, ont un SIBO qui se développe parce qu'il y a une altération de ce complexe migrant moteur, soit parce que dans le passé, il y avait eu une intoxication alimentaire, par exemple un campylobactère qui va fabriquer des toxines et puis, il y a une espèce de mimétisme entre ces toxines et la vinculine qui est, on va dire, qui est une protéine qui est impliquée dans les neurones entériques et qui sont impliqués donc dans ces voies de nettoyage qui ont lieu quand on arrête de manger, qui partent de la fin de l'estomac tout le long de l'intestin grêle et qui durent à peu près 90 minutes à 2 heures. Et si j'ai une altération, parce que parfois j'ai mon système immunitaire qui va produire des anticorps contre cette vinculine qui a un mimétisme avec cette toxine qu'on aurait pu en tout cas avoir contracté il y a plusieurs années. Et donc cette altération, elle s'opère petit à petit dans le temps, sur plusieurs années. Et donc un SIBO peut finir par s'installer parce que j'ai mes vagues de nettoyage qui ne fonctionnent plus très bien. Et souvent, il faut que les gens se rappellent, bon, est-ce que il s'est passé quelque chose, j'ai eu une intoxication ou autre, parce que ça peut mettre 10 ans, 15 ans avant que ça s'installe, quoi. Donc voilà, c'était ça que je voulais rajouter, et puis après, le reste, tu l'as dit.
Ouais. Et donc là, tu parlais des anticorps antivinculines, où là, on peut parler d'auto-immunité non conventionnelle, et puis on peut ajouter ça peut-être à des maladies auto-immunes intestinales type MIS-C et autres. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que quand on est dans ces configurations-là, c'est quand même assez compliqué, surtout si on a atteint pratiquement comme un état d'auto-immunité digestive. Donc oui, il y a des solutions, mais c'est vrai que si, on va dire, l'état de maladie auto-immune est très avancé, ben, il faut aussi se dire que ça peut être plus compliqué. Ouais. Donc, pour résumer, tout ce qui provoque une stase intestinale, gastro-intestinale, tout ce qui atteint le complexe moteur migrant, tout ce qui ralentit le transit, ou tout ce qui ralentit la motilité, donc ça provoque ce type de dysbiose. Tout ce qui est atteinte en général du système nerveux, quel qu'il soit entérique ou autre, Paul en avait parlé, donc nerfs vagues, notamment, peut-être probablement aussi. Il y a une cause potentielle, peut-être la chirurgie aussi, chirurgie La chirurgie digestive, oui, la chirurgie bariatrique bariatrique, notamment. elle impacte. Voilà. Tout ce qui va diminuer la qualité et l'efficacité de la digestion, que ce soit l'acide chlorhydrique, les sels biliaires, les enzymes Voilà, j'ai oublié les pancréatiques et enzymes tout ça. digestives, c'est super. Voilà, globalement. Et puis, oui, toujours dans ce qu'on appelle, enfin, oui, les atteintes neurologiques. Tu avais parlé du nerf vague, donc notamment le stress, surtout, très, Oui, très on est important. en système Voilà. sympathique actif. Donc, tout ça, c'est des causes portantes, y compris l'intoxication alimentaire, etc., dont tu avais parlé, Krotoum. Et donc, là, je passe à Christian, justement, puisqu'on a expliqué un petit peu les causes, on a compris un petit peu, cerné un petit peu qu'est-ce que c'est que ce SIBO, ce TMO et autres. Alors, on nous dit ici Covid lent, oui, c'est Mhm. voilà, absolument une cause majeure, Ouais. Covid lent. Covid lent, d'ailleurs, on va dire spikeopathie, donc soit entre guillemets vaccinale ou peu importe, hein, ou infection Covid, infection répétée Covid ou autre. On peut parler aussi, on peut élargir les réactivations virales, EBV, herpès, tout ça. Et dans ce sens-là, donc, une question pour Christian. Alors, c'est une question sur comment on identifie justement ces problématiques-là. Mais déjà, on a pas mal de questions qui ont déjà commencé, hein, comme Mm. d'habitude, sur est-ce que si on n'a pas accès à ce que tu as présenté tout à l'heure, donc les analyses des gaz expirés, est-ce que quand même on arrive à identifier, à différencier, à distinguer? Peut-être la question est orientée clinique, mais on sait qu'on a aussi tout ce qui concerne les analyses du microbiote, que ce soit les métabolites urinaires ou la métagénomique. Si tu peux organiser un petit peu les idées autour de ça et peut-être donner, comme je te disais, des petites notions sur comment on distingue sans les analyses, comment on distingue ces types de dysbioses sans les analyses de gaz expirés surtout. Je vais répondre simplement, puis après je vais essayer un peu développer. Euh, bon, on va dire que clairement, quand on n'a pas d'analyse, ça peut être un peu compliqué. Pourquoi? Parce que enfin, l'analyse de référence aujourd'hui pour le SIBO, pour le SIBO et pour l'IMO, et aussi pour l'ISO, si on a accès à des tests qui font les trois gaz, mais là en France, Europe, c'est un petit peu compliqué, surtout en France, hein, comme je dis, il y a d'autres pays. Voilà, mais en Espagne, il y a des endroits où ils dosent l'H2S. Bon, après, c'est souvent des méthodes qui sont faites en interne dans les laboratoires et dont voilà, on attend encore un peu d'être sûr de la validation de certains tests. En tout cas, ce qui est fait de manière courante n'importe où en France. Alors après, que ça soit bien fait, mal fait, ça c'est une autre discussion. Et des fois, c'est problématique d'avoir accès à des bons tests avec les bons respects des consignes préparatoires, avec les bons gaz mesurés, etc. Mais en tout cas, chez nous, on va dire facilement, on peut avoir accès au dosage donc du coup de l'hydrogène, du méthane par les gaz expirés. On fait avaler aux gens un substrat, c'est le glucose ou le lactulose qui est généralement utilisé. Alors en France, on ne veut pas trop utiliser le lactulose, alors qu'aux États-Unis, c'est un des substrats qu'ils utilisent préférentiellement. Bon, sans rentrer trop dans les détails sur la différence entre les deux, on va dire que voilà, on peut avoir accès à ces tests respiratoires et c'est quand même intéressant pour pouvoir
évaluer effectivement est-ce que le patient il émet de l'hydrogène, est-ce qu'il émet du méthane, est-ce qu'il a les deux, et aussi de voir un petit peu ce qu'on dirait la gravité de la population, est-ce qu'il a 25 ppm d'hydrogène, est-ce qu'il en a 250, donc ça aussi ça donne une idée sur on va dire la durée aussi du protocole en quelque sorte, même si on ne peut pas la prévoir de manière euh, voilà, très précise comme des calculs mathématiques, mais ça donne quand même une idée. Et pourquoi ça peut être compliqué d'identifier la configuration via les symptômes, c'est que à un moment donné, on simplifiait un peu, on disait, OK, hydrogène, c'est les diarrhées, et les gens qui ont un IMO, un excès de méthane, c'est la constipation. Sauf qu'on a eu des études qui ont clairement montré que, effectivement, la constipation est plutôt reliée à la présence d'excès de méthanogène, mais dans les gens qui ont un excès de méthanogène, une partie aussi a de la diarrhée, d'autres ils peuvent avoir une alternance. Et dans le cibohydrogène, il y a carrément des études qui ont été faites et qui ont montré que la moitié pouvait être constipée et l'autre moitié avait des diarrhées. Voilà, donc ça c'est pour donner la réalité des choses. En plus, quand vous avez quelqu'un qui a les deux configurations, imaginons que si le cibohydrogène donne de la diarrhée et que l'IMO donne de la constipation, une fois que vous avez les deux, qu'est-ce que ça donne? Une alternance, ça va plutôt du côté constipation. Donc c'est un peu compliqué niveau symptômes pour deviner la configuration. Après, il y a des symptômes typiques. Par exemple, quelqu'un qui vous dit oui, j'ai eu une intoxication alimentaire à l'étranger et 2 mois après, j'ai commencé à ballonner après chaque repas très rapidement. J'ai le ventre d'une femme enceinte. Même des fois, certains hommes vous le disent, j'ai le ventre d'une femme enceinte. Bon, il y a comme ça des éléments grâce à l'anamnèse. Tiens, antécédent d'intoxication alimentaire. Les symptômes sont très rapides. Si vous mangez et que il y a des symptômes qui arrivent dans les 30 minutes, 1 heure, voilà, c'est différent que si les symptômes arrivent le lendemain ou 4 heures après. Là, on se dit, c'est plutôt, à mon avis, dans le côlon. Donc, la rapidité des symptômes va nous donner aussi la notion de est-ce que le problème est plutôt dans le grêle ou dans le côlon. Même si des fois, c'est compliqué parce qu'il y a des fois des gens qui vous disent, bah, en fait, je ne sais pas vous dire parce que je suis ballonné du matin au soir. Je me lève le matin, je ballonne déjà. Je bois un verre d'eau, je ballonne. Bon, souvent, ça cache d'autres problèmes. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer, sans test, ça peut être compliqué et on peut avoir du mal à deviner la configuration. Après, pour l'hydrogène sulfureux, il y a quand même quelque chose aussi qui est, il y a des symptômes qui sont des fois un peu typiques. Alors, l'hydrogène sulfureux, l'ISO, surtout quand c'est du SIBO H2S, ça a été plutôt relié à des diarrhées et à de la diarrhée avec caractère d'urgence. En fait, il y a eu des études claires qui ont montré que plus on a de méthane, plus on est constipé, c'est vrai, et que plus on a d'H2S, plus on a tendance à avoir c'est des diarrhées avec un caractère d'urgence. Vraiment, je me fais dessus, quoi, d'un coup. Euh, Quand c'est un SIBO H2S. Parce que quand c'est le LIBO H2S, là, du coup, de trop d'H2S dans le côlon peut donner des alternances diarrhée-constipation ou même de la constipation. Donc, c'est là où on voit que c'est compliqué. La présence de bactéries hydrogène sulfureux dans l'intestin grêle donne plutôt des diarrhées. Dans le côlon, ça donne plutôt peut-être plus de la constipation. Donc, voilà, il y a quand même des choses quand on a l'habitude, des symptômes qui arrivent à nous aider à nous orienter. Par exemple, si quelqu'un se plaint de gaz qui sentent l'œuf pourri, le méthane et l'hydrogène n'ont aucune odeur. Ça, c'est clair. Si chez vous, le gaz de ville sent quelque chose, c'est parce qu'on a ajouté un additif permettant de voir s'il y a une fuite ou pas. Mais quand on dit ça sent le gaz, voilà, le méthane n'a aucune odeur, l'hydrogène non plus. Donc, par exemple, quand quelqu'un se plaint de différents symptômes digestifs et qu'il vous dit j'ai des gaz qui sentent l'œuf pourri, c'est l'hydrogène sulfureux. Alors, il y a des gens qui ont une configuration H2S et qui n'ont pas les gaz qui sentent l'œuf pourri ou pas d'éructation avec une odeur d'œuf pourri. Donc attention à dire, ah, vous n'avez pas les gaz qui sentent mauvais, donc vous n'avez pas d'H2S. Il y a plus de la moitié, il y a une bonne moitié des gens qui ont une config H2S et on ne sent pas des gaz qui sentent l'œuf pourri. Mais s'ils sont là, ça présume derrière qu'il y aurait un excès de bactéries productrices d'H2S. Donc il y a comme ça certains symptômes, certaines particularités qui peuvent nous faire orienter un peu plus vers une configuration ou une autre, mais ça ne remplacera pas entièrement le fait de réaliser un test respiratoire ou même de s'aider avec de la métagénomique, donc les analyses du Peut-être product. là, pour l'ISO, les intolérances au soufré aussi, qui sont relativement Oui, fréquentes aussi. Comme, bien sûr. hmm. La OK. réaction, les Ouais. réactions, effectivement, quand les gens vont manger des aliments soufrés, donc qui contiennent, voilà, comme par exemple des brocolis, des choux-fleurs ou quoi, qui contiennent des composés soufrés, ou même les Des gens peuvent compléments. réagir, oui, à des compléments qui contiennent du soufre, par exemple du NAC. Il y a des gens qui ont testé le NAC, ils se disent, ah, c'est l'horreur, j'ai pris du NAC, j'ai eu une brûlure intestinale horrible, à chaque fois que je mange des œufs, j'ai des diarrhées, j'ai des gaz qui sentent mauvais. Donc ça peut être la cystéine, qui est un acide aminé soufré, présente particulièrement plus dans les œufs, dans les produits animaux comme la viande rouge. Donc effectivement, une aggravation des symptômes liés à l'ingestion d'aliments
contenant des composés soufrés, thiols, autres, ou des sulfates aussi. Ça peut, bah, en parlant de sulfate, tu vois, je viens de penser à un cas que j'ai eu une fois d'une patiente qui avait comme ça, avait des troubles qui faisaient penser à un H2S. Et je me rappellerai qu'elle m'a dit un jour, elle a essayé de l'épar. Dans l'épar, il y a beaucoup de sulfate de magnésium. Et elle me dit, tous mes troubles s'étaient aggravés. Suite à avoir bu l'épar, j'ai eu une diarrhée fulgurante. Alors, elle pensait que c'était lié au magnésium, peut-être. Mais surtout, elle me disait, j'ai eu des gaz qui sont pourris. Je comprends pas comment c'est possible avec de l'eau. Et moi, ben, j'avais fait le lien en disant, OK, c'est une eau qui est très riche en sulfate. Elle a très mal réagi. Et effectivement, voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent nous orienter vers une configuration par rapport à une autre. Et donc, merci Christian, je reviens donc à Crotum. Est-ce que toi, dans ta pratique, tu utilises les gaz expirés et aussi une autre question, est-ce que tu utilises des analyses, j'imagine que tu utilises des analyses du microbiote, est-ce que c'est plutôt de la métagénomique que tu utilises ou les Tout à fait. métabolites urinaires? Plutôt, enfin, les deux, mais quand même plutôt la métagénomique. Et Ok. beaucoup les tests, les gaz expirés. Et je trouve tout, enfin, c'est toujours plus confortable quand on peut avoir à la fois le test respiratoire plus la Mm. métagénomique, ce qui permet D'accord. d'avoir la totalité, on va dire, des analyses. Si le patient peut se le permettre, Il oui. peut se le permettre, Effectivement. mais sinon, effectivement, le test respiratoire pour évaluer le SIBO, ça reste le premier, enfin, c'est le premier outil. Et comme l'a dit Christian, en tout cas, enfin, ça fait partie des discussions qu'on a déjà eues. Quand on voit quand même des bactéries sulfato-réductrices dans le côlon, on peut quand même supposer que peut-être il y en a quand même dans l'intestin grêle, quoi. Et pourquoi métagénomique au lieu de métabolite urinaire? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Je trouve que c'est plus précis parce que en fait, quand tu fais les métabolites urinaires, en fait, ben, le mou, donc c'est par les urines. Effectivement, ça va te donner l'expression de l'ensemble, enfin la dégradation en tout cas de certaines substances par des micro-organismes, mais je ne pourrais pas savoir, enfin, on peut, selon certaines substances, se dire, bon, il y a peut-être un peu des bactéries productrices de sulfure d'hydrogène, etc. Mais tu peux pas les quantifier, tu n'as pas la précision sur le type de micro-organisme. Et moi, c'est vrai que en plus, je fais plutôt des analyses du microbiote maintenant plutôt avec un laboratoire qui est en Espagne et ça va beaucoup plus loin parce que dans cette analyse, j'ai à la fois la composition des bactéries, j'ai les archées, j'ai les champignons, j'ai les Parasite. parasites Parasites, et j'ai aussi les phages, les les virus. Et phages. là, Oui. si tu veux, c'est beaucoup plus confortable Oui. pour travailler, tu as beaucoup plus d'éléments et tu peux mieux travailler. Et bah, souvent, tu vois, on nous dit bien souvent que les personnes peuvent se retrouver avec j'ai eu des personnes où cliniquement je me disais oh là là on dirait que c'est un sulfure d'hydrogène parce que j'ai des diarrhées avec des envies pressantes, presque limite odeur de soufre et tout. Et pourtant quand tu fais les analyses, en tout cas la métagénomique, tu ne vois pas de bactéries sulfato-réductrices, rien quoi. Donc là tu vois il faut commencer à te poser d'autres questions. C'est pas tout le temps si net, quoi. La clinique prime, mais Mm. parfois les analyses, en tout cas, nous donnent des éléments qui nous poussent à réfléchir autrement, quoi. Ouais. Et alors là, pourquoi je t'avais posé cette question de pourquoi la métagénomique et pas les métabolites urinaires, ou l'inverse, hein, si tu avais répondu l'inverse, je t'aurais posé quand même la question. C'est par rapport à simplement que, en tout cas, euh, la métagénomique, en fait, comme tu dis, ça te donne une quantification de la quantité, du nombre de telle et telle espèce, souche, etc. Et les métabolites te donnent plutôt l'activité de ces espèces-là. Tout à fait. Et Et tu donc, peux identifier et qualifier avec la métagénomique. exactement, tout à fait. Mais tu peux avoir dans certaines situations une, euh, une souche, par exemple, qui est un peu élevée, Mm, alors qu'au niveau de l'activité, c'est pas très significatif. Ou mm. l'inverse aussi. Tu peux avoir, bah, par exemple,
situations où oui, la métagénomique est normale sur, par exemple, telle souche, alors que ou les métabolites correspondants sont élevés, donc Quand même l'activité est élevé. plus Oui, élevée, ça peut. en quelque Ah, sorte. mm, Et mm. c'était dans ce sens. Mais j'ai compris le laboratoire dont tu parlais, là, Ouais. qui donne Bien des sûr. analyses très détaillées. Donc là, il y a pas de... Voilà. La décision est directement prise hein, sur Moi, ça. Sur Donc les, c'est la métagénomique. Oui. sur les métabolites, parce que enfin, j'utilise, ça j'en fais moins, hein, depuis un moment je fais la métagénomique et j'ai commencé il y a quelques temps aussi à faire des télétests. C'est voilà, le labo dont tu parlais, Crotum, là. Et les métabolites organiques urinaires, bon, au-delà du fait que quand on voit des métabolites élevés, on ne sait pas où est le problème, dans quelle zone, parce que c'est Mm, pas spécifique forcément au côlon. C'est comme quand il y a une candidose, ça peut être un SIFO. Et finalement, on pourrait avoir des métabolites liés aux candidats qui sont élevés dans l'analyse. Et après, savoir si c'est exactement plus dans le côlon ou dans le grêle, ça aussi, ça peut être un petit peu plus mm, compliqué. Mais c'est surtout que des fois, j'ai eu la chance d'avoir les deux, c'est-à-dire des gens qui avaient fait le microbiote et les métabolites organiques urinaires. Sur les métabolites organiques urinaires, tu voyais rien de particulier. Et par contre, sur le microbiote, tu te rendais compte, ah oui, il y a quand même beaucoup de désulfovibrio, beaucoup de bilophila. Tiens, il y a aussi du fusobacterium, donc bactéries productrices d'H2S. Donc, d'une manière générale, j'ai quand même plutôt tendance à faire confiance la métagénomique plus qu'aux métabolites organiques urinaires. Mais des fois, pour des questions aussi de budget, le patient ne peut pas faire une métagénomique, ça coûte quand même autour de 200 € en moyenne, voire plus, hein, en fonction des tests qu'on demande. Et donc, du coup, des fois, des gens arrivent avec des symptômes évocateurs d'un H2S. Et quand je regarde les métabolites parce qu'ils les ont fait avant d'eux-mêmes ou alors quelqu'un d'autre les avait conseillé d'en faire, je vois par exemple plein de métabolites qu'on dit de putréfaction, mm, l'indiquant, le phénol, paracrésol, etc. Et bien, ces métabolites-là peuvent faire suggérer la présence de bactéries productrices d'hydrogène sulfureux, puisque finalement, les bactéries qu'on dit de putréfaction, c'est des bactéries qui métabolisent, qui utilisent des acides aminés. Ben, il y a des bactéries qui utilisent la cystéine, par exemple, vont produire l'H2S. La force de putréfaction produit des amines biogènes, de l'histamine, de l'ammoniac, mm. éventuellement. Et donc, du coup, on peut aussi, avec des métabolites organiques urinaires, s'orienter, alors pas vers un SIBO ou un IMO, clairement. Il n'y a pas vraiment de métabolique très particulier en relation avec le SIBO. Des fois, on voit du délactate élevé, mais franchement, très rarement, je trouve, moi, de ce que j'ai vu. Il n'y a pas de métabolite organique urinaire spécifique des archées. Non. Donc ça, c'est clair et net, d'où l'intérêt de la métagénomique. Mais par contre, c'est vrai que pour les métabolites dits de putréfaction, ça peut quand même être utile pour suspecter un H2S. Mais c'est vrai qu'à choisir, franchement, je rejoins ce que dit Krotoum, il faut mieux faire une métagénomique, surtout quand tu as des tests qui aujourd'hui te font les parasites également. Parce que bon, je pense que Krotoum dira un mot après sur les parasites et le fait qu'on en trouve beaucoup en fait chez des gens qui ont des troubles digestifs et particulièrement chez les gens qui ont des SIBO aussi. Merci merci pour donc là c'était la petite partie d'introduction. On va passer comme tu disais juste après à la partie parasitose et SIBO et autres dysbioses donc. Et pour rappel pour celles et ceux qui viennent nous rejoindre, donc cette table ronde est organisée dans le cadre du congrès Microbiome 360 qui aura lieu à Lyon les 11 et 12 octobre prochains. Les places en présentiel sont toutes prises, il n'y a plus de place, donc il reste 0 place en présentiel. Par contre, vous pouvez vous inscrire en ligne, en virtuel. Vous avez un accès en ligne qui sera mis à disposition après aussi, donc un accès en live, en virtuel, et le replay qui sera mis à disposition pendant les 6 mois qui suivent le congrès. Donc, vous avez le code promo SIBO20 SIBO 20, qui est un code promo pour toute inscription en ligne. De toute façon, l'inscription présentielle, comme je vous disais, n'est plus disponible. Ce code est disponible jusqu'au 31, dimanche 31 août à minuit. Et il ne reste pas beaucoup de places en virtuel, malheureusement. Aussi, 56 places à l'heure où, enfin, il y a encore 30 minutes, là, enfin 1 heure, où j'avais vérifié. 56 places. On a un nombre limité en virtuel parce que, on va dire, la technique, euh, la société qui gère la technique nous limite à 300 places en virtuel. On ne peut pas aller au-delà pour avoir une meilleure qualité donc, de la diffusion. Donc là, on est à plus de 250, enfin, presque 250 places en virtuel. Il reste 56 places
Je pense qu'ils seront prises dans les quelques jours qui vont suivre. Donc, inscrivez-vous rapidement et profitez de ce code promo SIBO20. Je rappelle donc code promo SIBO20. Alors, on va passer au deuxième chapitre là. Donc, le SIBO et les parasites. Et donc, je reviens vers toi, Krotoum. Alors, comme tu l'as dit, tu fais des analyses assez poussées, des analyses métagénomiques assez poussées, qui incluent à la fois donc les parasites, les champignons, les levures, les phages, etc., les bactéries, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire de ton expérience si, j'imagine que oui, bien entendu, mais jusqu'à quel point tu as observé des parasitoses associées à du SIBO ou d'autres formes de SIBO, IMO, ISO ou autres. Et selon toi, est-ce que c'est plutôt des terrains de parasitose à la base ou est-ce que c'est qui ont développé donc du SIBO ou autre, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Ah, là, tu me poses une colle, hein, parce que jusqu'à présent, tu vois, je m'interroge. Parfois, je me dis, j'adorerais parler avec les bactéries, les micro-organismes pour qu'ils me racontent. Alors, comment tu t'es installé ici, quoi? Ce serait vraiment génial. Non, en fait, effectivement, en switchant, en faisant ces analyses, j'ai eu ce constat de voir chez pas mal de personnes qui avaient des parasites. Et là, ça m'a vraiment interpellée parce que, et du coup, j'ai pensé à plein d'anciens cas où je me dis, ben, tiens, peut-être que finalement, j'arrivais pas à complètement solutionner ou en tout cas à améliorer, à réduire, on va dire, ces inconforts digestifs parce que probablement, en fait, derrière, il y avait des parasites que je n'avais pas identifiés auparavant. Là, effectivement, c'est quelque chose que je regarde plus systématiquement. Alors, je devrais, enfin, je pourrais faire, j'aurais pu faire un peu les statistiques et tout, mais j'ai l'impression, en tout cas, enfin, facilement à plus de 30%, j'ai en tout cas 30-40%, en tout cas à chaque fois dans tous les bilans que je fais faire, je vois des parasites ressortir, soit un blastocystis, un entamoeba ou de la giardia, etc. Donc là, effectivement, j'ai commencé à me demander ben, quel impact ça pouvait avoir sur l'intestin grêle et tout. Et je vais vous donner l'exemple de la giardia, donc qui est un protozoaire flagellé. Et en fait, c'est un parasite, justement, qui infecte l'intestin grêle et principalement, souvent au niveau du duodénum, du jejunum et qui peut quand même aller jusqu'au côlon. Donc, quand on fait de la métagénomique, on va le détecter dans le côlon, mais dès qu'on le détecte, on peut déjà se poser la question, tiens, est-ce qu'il n'est pas aussi en train de créer des problèmes au niveau de l'intestin grêle? Et il existe deux formes en général de ce parasite. Il peut être soit sous une forme de kyste qui est résistante et qui se transmet par l'eau, les aliments souillés, etc. Et une forme, on va dire, plutôt active, qu'on appelle les trophozoïtes, qui va, elle, quand elle est active, adhérer sur la muqueuse intestinale au niveau de l'intestin grêle. Et donc, elle peut créer des problèmes parce que elle va adhérer sur les entérocytes, elle peut créer une atrophie des villosités et donc générer une inflammation de bas grade. Elle peut générer du coup elle peut provoquer aussi du coup un dysfonctionnement immunitaire et donc créer de la perméabilité intestinale et rentrer carrément dans un leaky gut syndrome. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête parce que finalement, ce sont des parasites qui peuvent être à la fois au niveau de l'intestin grêle et au niveau du côlon. Et alors j'ai regardé, on peut à 50% être asymptomatique quand on contracte ce parasite-là. Il touche énormément de personnes. Souvent quand on voyage, on va dire dans des contrées peut-être un peu plus reculées, mais même aussi par des intoxications, enfin des gastroentérites, etc. C'est assez classique et je vous l'ai dit, 50% des personnes peuvent être asymptomatiques. En termes de symptômes, souvent, on va se retrouver avec des symptômes qui peuvent être à peu près similaires au SIBO. Je peux avoir des ballonnements,
flatulent, je peux avoir des alternances, constipation, diarrhée, je peux vomir, je peux avoir de la nausée, je peux avoir mal au ventre, etc. Donc, vous voyez, c'est pas net parce que finalement, parfois les personnes peuvent ne pas avoir un SIBO et finalement, en fait, c'était plutôt une parasitose, mais qui va donner des symptômes identiques au SIBO. Alors, pour certains, si on fait le test respiratoire, peut-être que l'état d'avancée de cette parasitose c'est aussi le lit pour aider un déséquilibre aussi bactérien du microbiote et en tout cas de l'intestin grêle et laisser possiblement des, euh, des bactéries proliférer et avoir un SIBO positif et ce soit positif au test respiratoire. Mais je peux aussi avoir une parasitose avec un test respiratoire négatif et la personne va dire, je comprends pas, pourtant j'ai tous ces inconforts. Donc il faut vraiment penser aussi aux parasites. Et pour couronner le tout, si c'était aussi simple que ça, quand j'ai un peu regardé ce que faisaient ces parasites, j'ai aussi vu qu'ils avaient cette capacité de réduire, ils peuvent impacter le pancréas et réduire notre production des enzymes digestives. Et vraiment le summum, on peut avoir une atteinte du complexe migramoteur par les parasites. C'est-à-dire que la Giardia, elle est vraiment capable de fabriquer aussi des anticorps contre la vinculine et donc, du coup, altérer mon complexe migramoteur. Donc là, c'est vrai que ça devient un vrai bazar et c'est super important. En tout cas, moi maintenant, je recommande vraiment à tout professionnel de santé de vraiment pas négliger les parasites parce qu'en fait, euh, on les avait un peu mis de côté, mais quand on parle d'un microbiote intestinal, parmi les microbes, j'ai des bactéries, j'ai des archées, j'ai des parasites, j'ai des champignons et j'ai des virus, quoi. Donc, on devrait regarder en fait l'ensemble de tous ces micro-organismes. Et alors, j'ai pas eu le temps de complètement creuser. En fait, je suis en train de monter une formation sur tout ce qui est parasites, champignons, mycotoxines et les virus, etc. Ce qu'on voit, c'est que en plus tout ce beau monde se parle vraiment bien. Il y a des espèces d'alliances entre, on va dire, entre délétères entre guillemets pour s'auto-protéger. Et donc ça devient un vrai panier de crabes. Et c'est super important en tout cas de tirer le fil et d'émeler et de comprendre. Après, j'ai pas complètement la solution de dire dans quel ordre il faudrait agir. C'est pas évident hein, parfois. Est-ce que La derrière fréquence, si tu as une idée par rapport à ton expérience, de la fréquence des parasitoses par rapport aux autres types de dysbiose en pratique. la fréquence, mais je t'ai dit c'était un peu. Est-ce que c'est plus fréquent d'avoir des parasites ou l'inverse ou c'est pareil? Ben, je constate que j'observe beaucoup C'est de parasites. fréquent. Mais après, il y a un biais. Les gens qui viennent me Oui. voir C'est ont pour des ça que je vais problèmes poser la question à digestifs. Paul Donc, aussi. du coup, c'est forcément élevé. Oui. Mais en tout cas, je constate à plus de 30%, peut-être, faudrait vraiment que je fasse cet acétique, c'est assez répandu, quoi. Ouais, et alors, bon, il y a une question un peu, ouais, c'est une question de bon sens. Euh, les parasites, en fait, c'est connu depuis très longtemps. On a les médecins, les anciens médecins, les médecins d'ancienne génération, etc., qui recommandaient de se déparasiter au moins une fois par an, deux fois par Que les an. gens ne C'était font même pas. des pratiques régulières, etc. Mhm. Et donc, question à vous trois, peu importe. Qu'est-ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, c'est en médecine fonctionnelle, je parle, hein, je ne parle pas en médecine classique, mais en médecine fonctionnelle, qu'est-ce qui explique qu'on s'est plutôt orienté vers des bactéries, des champignons, et qu'on ait négligé autant les parasites? Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi? Même d'ailleurs, là, on est en train de parler du SIBO, IMO, ISO, tout ça. Ben, tout ça, c'est des bactéries, bactéries, archées. Euh, il y a aussi le côté fongique hein, sur lequel on a beaucoup de connaissances aussi. Mais les parasites sont, j'ai l'impression ils sont négligés, c'est les oubliés de tout le microbiote. Ou est-ce que c'est juste une mode? Est-ce que peut-être d'ici une dizaine d'années, on nous dira, bon, bah, tout vient des virus, c'est plutôt les problématiques des virus, des phages, microbiotes, etc. Mais je crois qu'on n'a pas développé beaucoup de tests diagnostiques, hein. Et Oui, souvent, comme clinicien, ben, naturellement, s'il n'y a pas les tests, bon, c'est difficile
de vraiment de suivre cette piste-là. Donc moi, je crois que de toute façon, c'est un des facteurs qui contribue. Et si les labos vont de plus en plus développer ces tests et développer aussi ou contribuer au développement de notre connaissance, eh bien, automatiquement, on va rechercher plus. Oui, donc il y a une orientation par rapport aux tests qui sont présents et commencent à se développer maintenant, on dirait, ouais, depuis quelques Oui. années. Christian, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? La question là que je viens de poser. Bah, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, comme disait Paul, en fait, aujourd'hui, on a de la chance avec les analyses, et avec ce qu'on appelle NGS, la Next Generation Hmm. Sequencing, on peut faire du séquençage, voilà, d'ADN, parce qu'on peut faire du séquençage de l'ARN 16S, comme on fait souvent sur les analyses classiques, on a juste les bactéries, et maintenant, avec le NGS, on peut avoir accès aussi aux parasites, et c'est là où c'est beaucoup plus fiable. Et le problème, pendant un moment, c'est que on demandait généralement, alors à part quand on est dans un hôpital, qu'on est allé dans un milieu un peu tropical, là, ils nous faisaient faire des PCR, mais sinon la plupart du temps, en fait, c'est des coprocultures, c'est pas fiable, ou c'est des milieux d'enrichissement pour essayer d'aller voir les parasites. Tu vois. Même moi, enfin, voilà, j'ai travaillé j'étais à l'INSERM pendant 6 mois, j'ai bossé sur les liens entre un parasite qui était Blastocystis hominis et le syndrome de l'intestin irritable, donc c'est un truc que je connais bien, et moi je faisais l'identification parasitaire on va dire, via microscopie. Ben, j'allais au CHU faire vérifier par le centre, par le directeur de parasitologie. Et puis je peux te dire que voilà, pour trouver des kystes de blastocystis hominis, c'était des petites bulles comme ça qui circulaient dans tout un amas de machin. Alors après, j'arrivais mieux à identifier, mais c'était quand même relativement compliqué. Donc je pense que on a laissé de côté parce qu'on n'avait pas les tests. Tu sais, quand on n'arrive pas à mettre en évidence quelque chose, ben, en fait, on se dit, OK, bah oui, on dit aujourd'hui tout le monde est parasité, mais oui, mais lesquels? Parce que c'est important de savoir lesquels, parce que si c'est des vers, des helminths ou des platelminths, ou si c'est des protozoaires, ça ne se traite pas pareillement. Donc, moi, je suis pas très pour les déparasitages. On dit aux gens, prenez du fluvermal tous les ans. OK, le fluvermal, c'est pour les ascaris, par exemple. C'est bien pour les enfants. Ils ont un peu, voilà, les fesses qui grattent. Ça leur fait pas de mal. C'est une molécule sûre. Mais il faut savoir quel type de parasite c'est, puisqu'il y a des molécules. Alors, le naturel est bien aussi, mais souvent, on a des fois sur des grosses parasitoses, il faut pas se leurrer, il faut coupler l'allopathie avec le naturel, en fait. Et donc, du coup, on a besoin de savoir, par exemple, le tinidazole est quelque chose de plus efficace sur le Giardia ou même ça marche un peu sur le blastocystis ou d'autres. Il faut savoir le parasite pour pouvoir donner le bon traitement. Donc, je pense on les a, comme tu dis, ça a été un peu les oubliés pendant un moment. Bon, maintenant, ça revient on dit à la mode, mais c'est pas une mode, c'est une réalité en fait. C'est une réalité. Il y a beaucoup plus de gens parasités qu'on ne le croit. Et après, je pense aussi ce qui est important, c'est de faire la. Il faut être prudent parce que par exemple, le blastocystis hominis, moi, je faisais des transplantations de microbiote fécal en fait chez les animaux, donc je leur implantais du blastocystis pour essayer derrière de faire des modèles post-infectieux et de développer des modèles souris de syndrome intestin irritable. Et j'allais récupérer des selles pour faire mes transplantations de microbiote fécal chez des humains asymptomatiques. Ils avaient du blastocystis, ils vivaient avec, ils étaient très bien. Par exemple, le blastocystis, voilà, il y a certains parasites comme le Giardia, ce sont des pathogènes stricts. Quand on en a, on doit traiter normalement, mais le blastocystis, tu vois, il y a des études qui montrent que la présence de blastocystis dans un microbiote est associée à une diversité du microbiote qui est plus importante, à une richesse du microbiote qui est plus importante. Donc je pense aussi que au-delà des parasites, il faut prendre en compte le terrain, et ça je pense que Crotum me contredira pas, c'est-à-dire que quelqu'un sur un terrain où il y a un bon système immunitaire, un bon microbiote, le blastocystis présent dans le microbiote n'aura aucun impact. Par contre, une fois que le microbiote est perturbé et que le terrain est perturbé, là, tu peux avoir l'émission de certains facteurs de virulence. Là, le parasite va devenir un élément perturbateur, alors que de base, il ne l'était pas. Et donc, la poule qui donne l'œuf ou l'œuf qui donne la poule, le, le- le- en fait, ça, c'est une question pratique dans votre expérience pratique, dans votre expérience clinique. Est-ce que vous avez vu, par exemple, des patients qui étaient sur des parasitoses et qui ont développé plutôt, par exemple, SIBO ou autre, ou l'inverse? Malgré ça se voit peut-être pas immédiatement, mais sur du moyen long terme. Ou alors c'est plutôt la plupart du temps, j'imagine que ce que vous recevez comme type de patient, c'est des patients qui ont tout en même temps. Bah, ça peut être des personnes qui ont tout en même temps, mais quand même, ce que j'ai constaté, c'est quand je prends en charge les parasites,
alors parfois je commence à avoir du mieux aussi, quoi. Donc il faut Hmm. vraiment pas les négliger. Et juste pour revenir à ta précédente question, euh, je me suis du coup beaucoup intéressée sur quelles étaient un peu ces techniques un peu ancestrales et tout. Et maintenant en consultation, je questionne systématiquement les personnes. euh, S'ils lavent leurs légumes, s'ils trempent dans de l'eau vinaigrée, etc. En fait, il y a des gestes, il y a des choses qu'on a complètement oubliées, de laver un poulet, etc. Parce qu'il y a plein de choses que les gens ne font plus, quoi. Et les Hmm. parasites peuvent très vite arriver parce qu'en fait, il y a une préparation, en fait, un nettoyage alimentaire qui s'est perdu. Je prends l'exemple, beaucoup de gens me disent, je mange super bien, je mange des salades bio et tout, c'est super. Mais du coup, la salade bio que moi je mange aussi, moi mes salades bio, à chaque fois, elles vont faire un bain dans mon évier et puis il y a vraiment du vinaigre, etc., quoi. Et je laisse tremper. Beaucoup de gens ne font que rincer à l'eau claire et parfois ça ne suffit pas. Hmm. Oui, mais merci pour ces précisions-là. Et donc, dernière question par rapport à cette partie-là. Est-ce que ce problème-là de parasitose, est-ce que vous ne pensez pas c'est plus un problème européen, on va dire plus globalement occidental, des pays comme l'Inde, par exemple, ou l'Afrique, ou d'autres régions du monde qui ont certaines habitudes alimentaires de consommer beaucoup d'épices, beaucoup Le de piment. Mm. choses, voilà, des piments, de l'ail, des choses comme ça qui contiennent des antimicrobiens naturels. Alors, vous allez me dire, ils sont plus exposés, encore plus exposés aux parasites, etc. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est juste un problème sous-diagnostiqué dans ces pays-là, ou est-ce qu'ils ont réellement un avantage considérable, le fait qu'ils consomment... Je ne parle pas de la sédentarisation qui s'introduit dans ces pays, mais... Bah, c'est pas évident parce que je pense que que ce soit en Inde, en Asie ou en Afrique subsaharienne ou autre, moi je suis originaire du Mali mais je suis née en France et tout, je pense que il y a les habitudes alimentaires et il y a ton adaptation à ton écosystème et ton Hmm, environnement. Donc ils ont aussi une capacité à mieux se défendre, en tout cas, et probablement que ces parasites vont moins les atteindre. Moi je prends mon propre cas. Euh, je suis née en France. Pendant longtemps, mon digestif, ça allait très très bien. J'ai mis mes pieds sur le continent africain. Pourtant, hein, mes hmm, parents sont originaires d'eux. Ben, bim, des amibes et tout. Et ça a été le début de tous mes problèmes. Ça veut aussi dire que je n'étais pas adaptée à cet environnement-là, quoi. Donc, hmm. la pression microbienne fait que ben, j'avais pas les clés. En même temps, on fait tous des touristas. Mais tu vois bien qu'il y a des gens qui ont des touristas plus ou moins prononcés et tout, donc on n'a pas tous le même mécanisme de défense, quoi. Et parce qu'on n'a pas le même microbiote Exactement, oui. et certains ont des bactéries qui sont déjà manquantes. S'il te manque des bifidos, des lactobacillus ou autres, enfin, t'as pas d'Akkermansia, que t'as un problème de mucus, que tes FUT2 faiblement sécréteurs et tout, tu vois, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais, effectivement, on a aussi des études qui montrent que, par exemple, c'est un autre sujet, mais ça rejoint ce que tu disais sur le microbiote et la configuration différente. Les Chinois, par exemple, ils ont un microbiote qui leur permet de bénéficier de des effets thérapeutiques de certaines plantes médicinales, comme le ginseng, par exemple, alors que chez un Européen, il doit mettre 3 mois pour qu'il y ait une adaptation du microbiote à cette prise-là, pour qu'il commence à avoir des effets équivalents à ceux que le chinois a déjà dès les premières semaines. Tout à Donc, fait. effectivement, il y a une adaptation par l'environnement de ce microbiote. Et alors, toujours dans le même sens, puisqu'on parlait donc, des parasites et liens avec dysbiose autre, donc dysbiose microbienne et d'archée, on a aussi un autre sujet important qui est l'endotoxémie. L'endotoxémie qui s'identifie, ou on va dire qu'on peut explorer, entre autres, par c'est LPS, le fameux marqueur là, sanguin, les LBP, les LPS Binding Protein. Et donc les LPS qui sont les lipopolysaccharides, qui sont des fragments des membranes bactériennes et microbiennes. Et donc, le taux de ces LPS dans le sang va déterminer jusqu'à quel point on a une hyperperméabilité. On considère en général que les LBP, donc le taux de LPS dans le sang, déterminent
en général l'hyperperméabilité colique du côlon. Et donc c'est ça, j'imagine aussi que ça a un lien majeur avec le SIBO, les LPS, puisque un syndrome d'hyperprolifération tel que le SIBO, même l'IMO ou autre, bah, ça fait produire plus de LPS et du coup plus de LPS, de LBP dans le sang. Donc la question pour Paul, euh, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce lien qu'il y a entre le SIBO ou ces dysbioses d'hyperprolifération et cette notion qu'on appelle l'endotoxémie, ou si tu peux déjà dans un premier temps nous définir ce que c'est que l'endotoxémie. Oui, effectivement, parce que tout à l'heure, on a parlé des effets secondaires du SIBO. Et là, effectivement, on fait l'inverse parce que, entre autres, cette hyperfermentation peut détruire cette couche, cette perméabilité. Maintenant, purement au niveau intestinal, si on parle de perméabilité intestinale, je crois que c'est très important de comprendre qu'il y a pas seulement les jonctions serrées, parce que souvent on parle que des jonctions serrées, mais il y a plusieurs systèmes, plusieurs gardiens vraiment pour garder pour sauvegarder cette perméabilité. À côté des Mhm. jonctions serrées, il y a bien sûr le microbiote, hein, bien sûr, mais il y a aussi les SIGA, il y a beaucoup de cellules immuno, il y a des CD4, des cellules NK, des THJ7. Donc vraiment, il y a beaucoup de gardiens pour éviter que ces endotoxines qui sont à l'intérieur des intestins peuvent migrer, peuvent accéder cette circulation. Et effectivement, Amine, si tu as défini les endotoxines LPS comme le composant principal de la couche qui protège les bactéries gram-négatives, eh bien, je crois que effectivement, c'est comme ça qu'on peut le voir. Donc, du moment que un des systèmes est défaillant, un des systèmes gardiens est défaillant, eh bien, ces endotoxines peuvent migrer à travers et entre les cellules intestinales et vont à ce moment-là effectivement accéder à la circulation et vont à ce moment-là agir comme un immunostimulant très dangereux, hein. Je crois que maintenant on peut vraiment dire que les LPS, que les endotoxines sont l'immunostimulant le plus dangereux qui existe. Et à ce niveau-là, j'aimerais bien citer ou expliquer ou montrer une étude qui a été publiée il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que dans ces études, on a comparé les taux de LPS dans le sang dans trois populations. OK, donc on mesure les LPS. Si on va mesurer les LPS, souvent c'est une méthode indirecte via CD14 et on va comparer les taux d'LPS dans le sang dans, en premier lieu, une population de centenaires, mais des centenaires en bonne condition. Numéro 2, des gens qui sont en récupération d'un AVC. Et en troisième lieu, des jeunes, voilà, des jeunes qui sont en bonne condition. Et le résultat de cette étude était très surprenant, vu le fait que les taux de LPS sont nettement inférieurs chez les centenaires. Et là, d'office, l'LPS dans le sang n'est pas seulement le marqueur pour l'endotoxémie, parce que c'est comme ça qu'on le définit, mais à ce moment-là, les taux de LPS sont aussi significants pour le risque cardiovasculaire et même la longévité. Donc, je crois que d'une manière générale, dans une médecine qui devient de plus en plus fonctionnelle, mais aussi de plus en plus préventive, agir à ce niveau-là pour limiter cette migration, ces transferts d'LPS du niveau intestinal dans la circulation est un des aspects vraiment les plus importants ou primordiaux dans une bonne médecine fonctionnelle ou une bonne médecine de prévention. Et pas seulement de prévention, on sait que dans toutes les maladies inflammatoires chroniques,
où, bien sûr, il faut diminuer tous les facteurs qui contribuent à cette inflammation, eh bien, cette hyperperméabilité et ces transferts d'LPS, ça, c'est probablement, oui, le facteur le plus important. Et alors, ces LPS, donc toujours question pour Paul, ces LPS-là, tu as bien détaillé le rôle ces LPS dans le vieillissement et les effets anti-âge qu'on pourrait en tirer en diminuant ces LPS-là. Euh, mais les LPS pourraient être, puisqu'on les mesure dans le sang, on mesure les LBP, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ça pourrait être juste un marqueur de cette hyperperméabilité? Alors, les LPS eux-mêmes sont toxiques, mais le fait qu'il renseigne sur une éventuelle hyperperméabilité, voire une dysbiose majeure qui produit beaucoup de LPS, euh, à ce moment-là, est-ce que oui, on peut considérer ça juste comme un marqueur qui pourrait renseigner sur le fait qu'il y a plein d'autres toxines qui rentrent, plein d'autres molécules toxiques qui passent également et qui ont ces mêmes effets aussi que les LPS, parce qu'on identifie que les LPS. Et alors, j'imagine que ce que tu disais tout à l'heure est fort intéressant sur le fait que on n'a pas les tests pour les parasites, donc on s'oriente vers les tests, vers tout ce qui est, tout ce qu'on a comme test. Et est-ce qu'on n'est pas ici dans la même configuration, sur LPS, et puis s'il n'y aurait pas d'autres problématiques aussi à explorer dans ce sens pour définir, on va dire, l'endotoxémie. Euh, Moi, personnellement, je crois que, bon, naturellement, les tests sont très importants, mais d'une manière générale, si effectivement, s'il y a inflammation chronique, de toute façon, c'est un des premiers facteurs qu'il faut adresser, c'est cette origine intestinale des LPS. Donc, faut-il vraiment tout mesurer? Mais effectivement, Amine, je te comprends, parce que moi aussi, souvent, on me demande, écoute, si tu sais qu'un patient a une inflammation chronique, quels sont les tests labo qui peuvent effectivement prouver que ce patient souffre d'une inflammation chronique? Parce Hmm. que moi, je comprends cette question, parce que pour beaucoup de médecins, beaucoup de cliniciens, cette perspective labo, est très importante dans l'analyse, dans le traitement du patient. Hmm. Et là, à ce moment-là, eh bien, moi, je dois dire que je ne vais pas citer ces tests où on va effectivement mesurer les LPS, mais pour moi, à ce moment-là, les facteurs les plus importants pour définir et confirmer cette inflammation, c'est l'homocystéine, c'est la CRP, si les patients sont obèses, c'est l'adénopectine qui est Hmm. très basse, cortisol et autres. Donc, personnellement, je ne crois pas que le test LPS est tellement important dans nos stratégies et dans notre diagnostic et dans nos traitements. Hmm. D'autant plus qu'on a d'autres marqueurs aussi d'hyperperméabilité, Voilà, alpha-antitrypsine, la voilà. zonuline et autres. Bah écoute, merci pour toutes ces précisions. Donc, on va passer sans plus tarder ou très rapidement à cette dernière partie là sur la prise en charge. Mais avant cela, je rappelle pour celles et ceux qui viennent nous rejoindre maintenant que cette table ronde est organisée dans le cadre des conférences et tables rondes préparatrices au congrès microbiome 360 degrés qui aura lieu les 11 et 12 octobre prochains sur Lyon. Toutes les places en présentiel ont été prises. Il n'y a plus de places en présentiel. Par contre, vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous avez un code promo moins 20%, SIBO20, SIBO20, disponible jusqu'au dimanche 31 août prochain, minuit. Le lien d'inscription, il a été mis aussi dans la barre de discussion. Vous l'avez ici, microbiome360.orthodiète.org. Et donc, il ne reste plus beaucoup de places. Il y a encore 1 heure et demie, c'était 56 places en virtuel, comme je le précisais. On ne peut pas dépasser les 300 places en virtuel. On a une station de diffusion virtuelle pour avoir la meilleure qualité qui soit. On ne peut pas dépasser les 300 places en virtuel et il restait encore, il y a 1 heure et demie, 56 places et je vois qu'il y a encore là presque, j'ai pas encore compté, mais il y a plus d'une vingtaine là de places qui ont été prises entre tout à l'heure et maintenant. Donc n'hésitez pas à
vous inscrire maintenant parce qu'il risque de ne pas y avoir de place et on aura le même problème qu'en présentiel. Maintenant, on a plus d'une centaine, c'est 120 ou plus, de personnes qui nous contactent tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui sont en liste d'attente pour les places en présentiel. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire maintenant. Donc, c'est un congrès, mais c'est aussi une formation avec un certificat de formation également. Vous avez un replay pendant 6 mois, disponible 6 mois après l'événement, et vous aurez les supports de présentation au format PDF dans une plateforme sécurisée de formation. Un programme très riche que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site microbiome.orthodiet.org, microbiome360.orthodiet.org. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, si beau. Je remercie aussi tous les partenaires qui nous ont fait confiance, qui nous ont aidés à promouvoir cet événement, nos partenaires médias, tous les autres partenaires, nos partenaires Gold, nos sponsors Gold, donc Nutrilogix et TerraScience. Euh, voilà, donc, et on vous retrouvera dans ce lieu très chaleureux, donc l'embarcadère, qui est un lieu exceptionnel. Donc, on espère pour celles et ceux qui se sont inscrits en présentiel que vous aimerez cet endroit exceptionnel. Et pour celles et ceux qui sont en ligne, bah, vous êtes avec nous cette fois-ci en ligne et la prochaine fois, vous serez avec nous en présentiel. Euh, on prendra un lieu qui est plus grand et qui va permettre de recueillir un maximum de monde. Donc, on va passer à la partie que tout le monde attend, j'imagine, hein. Donc, on a 330 personnes qui sont là avec nous depuis tout à l'heure. Et donc, on va aborder la partie prise en charge. Alors, donc là, oui, je vais m'adresser pour commencer à à Christian. Si tu peux nous donner les grandes lignes, mais vraiment les grandes lignes très succinctement, et après, on va revenir sur chaque protocole ou chaque solution, chaque type de solution petit à petit, d'accord? Donc, les grandes lignes de la prise en charge SIBO, IMO, H2S et petite question subsidiaire ici, parce que je vois que c'est une question qui revient souvent là dans le chat et ça fait écho aussi à des questions auparavant qui reviennent par rapport au est-ce qu'on peut utiliser les analyses, est-ce qu'on peut ne pas utiliser les analyses de gaz expirés, etc. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas utiliser, on va dire, l'artillerie lourde et bombarder dans tous les sens, donner un protocole qui conviendrait plus ou moins à tout, même s'il y aura peut-être voilà, beaucoup de choses à faire, etc. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable dans ce cas-là ou est-ce que toi tu recommandes? Et si tu peux donner voilà, des recommandations, comme je disais, globales par rapport à chaque type de dispositif. Merci. Le plus simple, c'est d'essayer. Je vais reprendre quand on dit ce que je fais, j'ai rien inventé, hein, de ce qu'on fait en général quand on a quelqu'un en face de nous en consultation. C'est déjà avoir tout l'historique, c'est-à-dire savoir même depuis la naissance, hein, savoir un peu comment les choses se sont passées. Est-ce que la personne a eu a des pathologies, est-ce qu'elle a subi des chirurgies digestives, est-ce qu'elle a des pathologies identifiées. Donc déjà essayer de comprendre s'il y a des éléments qui sont là, qui ont pu amener, ou plusieurs éléments qui ont pu amener à la problématique actuelle. Une fois, je dirais, Césarienne ou voix basse ou pardon? Ah naissance oui, par césarienne ou voix basse, tout ça, oui. bien évidemment. Après, Mm. il y a clairement pas eu d'études qui ont montré, on n'a pas d'études là qui ont montré la présence de SIBO plus important chez les personnes qui seraient nées par césarienne, mais probablement que si on faisait une étude, alors du coup, ça serait pas, ça serait une étude d'observation, hein. Peut-être qu'on verrait effectivement que les personnes qui sont nées par césarienne ont plus de chances. On sait elles ont un microbiote. Déjà, le microbiote à la naissance va être perturbé. On n'a pas les mêmes bactéries. On retrouve des bactéries plutôt de la flore de la peau ou des bactéries qu'on trouve à l'hôpital. Donc, c'est clair que le microbiote d'un enfant qui est né par césarienne ou par voie basse, c'est pas du tout le même. Et d'ailleurs, son système immunitaire ne se développera pas tout à fait de la même manière. On sait qu'il y a des risques de certaines pathologies, auto-immunes, diabète de type 1, les allergies. Enfin, on a des personnes qui vont d'ailleurs plutôt vers la voie TH2, atopie et autres.
Donc, on pourrait avoir, voilà, effectivement, des prédispositions à un microbiote perturbé, à développer d'autres soucis. Qui dit microbiote perturbé dit peut-être plus de risques, par exemple, si la personne voyage, du coup, d'avoir une gardiose, et suite à la gardiose, d'avoir un SIBO. Donc, c'est peut-être comme ça que ça se construit, en fait. Donc, je pense que déjà, c'est important de regarder toute l'anamnèse, de comprendre ce qui est amené aux problématiques digestives de la personne qui vient nous voir, parce que là, on parle du SIBO, mais attention, il y a, il y a il y a une liste assez énorme de problématiques de santé qui des fois sont juste des problèmes anatomiques, physiologiques ou mécaniques qui peuvent donner des symptômes qui font penser au SIBO. Donc il faut voilà, faire attention en se disant, c'est vrai que beaucoup de syndromes d'intestin irritable ont le SIBO, mais le SIBO, c'est pas tous les gens qui ont le syndrome d'intestin irritable. Donc c'est important aussi ça de le savoir. Donc on va dire que du moment qu'on a identifié qu'il y a une possibilité que la personne ait un SIBO, un IMO, un ISO, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir derrière faire des tests quand même pour essayer d'éliminer d'autres choses, vérifier que la personne, c'est tout bête, mais qu'elle soit déjà quand même passée la première fois chez un gastro-entérologue, qu'on ait éliminé des choses voilà, comme des maladies des Mickey. Hein. J'ai déjà eu des patients qui avaient un SIBO, mais en plus ils avaient une Mickey, et ça n'avait pas été vu initialement. Donc on peut cumuler ces différents problèmes. Important si on a des arguments pour suspecter un SIBO, d'essayer de faire les tests derrière. Une fois qu'on a fait les tests, que ça nous oriente vers une configuration. Là, il y a autre chose qui est, je dirais, même primordial et encore plus important, c'est d'essayer d'identifier qu'est-ce qui a pu précisément, quels sont les facteurs qui ont pu amener à ce SIBO-là, puisque si on ne se concentre que sur la dysbiose et que sur l'excès de bactéries, etc., on sera in fine en échec, puisque même si on trouve un protocole efficace pour rétablir une sorte d'équilibre ou pour éradiquer ces bactéries, le problème va revenir. Si le complexe moteur mirant ne fonctionne pas, c'est comme une toilette où la chasse d'eau ne fonctionne pas, vous jetez un grand seau d'eau, vous avez réglé le problème pour la journée, mais le lendemain, vous retournez aux toilettes, si la chasse d'eau ne fonctionne pas, il sera de nouveau bouché. Donc je pense que le truc le plus important, c'est au-delà de l'identification de la configuration, qui est elle aussi extrêmement importante, c'est d'identifier quelles sont les problématiques. En fait, quel dysfonctionnement il pourrait avoir dans la physiologie intestinale. Est-ce qu'il y a un manque de bile, tout ce qu'on a dit au départ? Est-ce qu'il y a un problème d'enzyme pancréatique? Est-ce qu'il y a un problème d'hypochlorhydrie? Est-ce que la personne a eu un SIBO causé par une cause iatrogène, un médicament? Est-ce que la personne prend des opioïdes, par exemple? Ça m'est déjà arrivé sur un patient. Les opioïdes vont complètement paralyser le péristaltisme intestinal et peuvent favoriser un SIBO. Donc, les IPP, on a des études, certaines études ont monté jusqu'à même une augmentation de 300% du risque du SIBO sur des IPP au long cours. Et ça, on le comprend de manière assez simple. On coupe l'acidité, déjà on n'a plus une bonne désinfection du bol alimentaire. Si on n'a plus assez d'acide derrière, on n'a plus une bonne sécrétion aussi d'enzymes pancréatiques, plus une bonne sécrétion non plus biliaire. On va avoir d'autres problèmes derrière. L'acidité est extrêmement importante. Le microbiote du grêle des personnes qui prennent des IPP est perturbé. Même sans SIBO, on n'a pas le même microbiote. On voit une différence quand même au niveau du grêle. Donc on a des facteurs comme ça de prédisposition et c'est important de les identifier parce que si quelqu'un a un SIBO à cause d'une prise chronique d'IPP, si on ne trouve pas une solution pour qu'ils puissent voilà, éventuellement les arrêter, ça va être très problématique. Parce que si la prise d'IPP est la cause du SIBO, tant qu'on n'aura pas réglé la cause, on ne pourra pas régler la problématique. Donc je pense que ça, c'est deux choses importantes. Avoir un bon historique, une anamnèse, avoir tous les éléments, justement tout le contour de ce qui aurait pu favoriser le problème actuel, identifier la configuration, méthane, hydrogène sulfureux, et identifier les causes à l'origine de ces problématiques-là. Et ensuite, le protocole, ça va être de réguler les causes, évidemment. Alors, certaines sont très difficiles, voire impossibles à réguler. Exemple, une chirurgie digestive. Quelqu'un, on a fait un bypass, ça ne se démonte plus. Donc, si le SIBO est dû à une chirurgie digestive, par exemple, la prise en charge sera différente. On sait que le SIBO sera potentiellement chronique. Et donc, du coup, il y a des façons de prendre la charge à chose de manière différente. On va être plus sur une gestion symptomatique sur du long terme parce que le problème va constamment revenir. Mais sinon, il y a plein de causes de SIBO qui peuvent être régulées. Et donc, du coup, voilà. Et les configurations vont déterminer le protocole. Que ce soit le SIBO hydrogène, l'IMO ou la configuration hydrogène sulfureux, on a des diètes, pour parler de l'alimentation, qui vont être adaptées en fonction des configurations, plutôt faibles en aimants fermentés cibles pour le SIBO et l'IMO. Et pour l'IMO, je dirais, on doit quand même adapter un petit peu le régime, puisque si on retire trop de fibres, notamment et trop de FODMAP, ça pourrait aggraver la constipation. Et si on aggrave la constipation, on aggrave aussi la méthanogénèse. C'est à double sens. Donc, par exemple, pour le méthane, il faut non seulement prendre en charge la constipation,
mais aussi l'excès de méthanogène. On sait que les deux s'entretiennent. Plus vous êtes constipé, plus vous allez fermenter, plus vous allez produire d'hydrogène, plus il y a de substrat pour faire du méthane aussi. Donc on a clairement un lien à double sens. Et pour l'hydrogène sulfureux, là par exemple la diète, c'est clairement pas une diète low FODMAP, ça c'est vraiment une erreur de faire ça, ça aggrave la configuration clairement. C'est plutôt une diète faible en soufre qui est suivie d'ailleurs sur 3 à 4 semaines. On ne le fait pas à long terme parce que réduire le soufre de manière drastique dans l'alimentation, ça peut être dangereux. Notre corps a besoin de soufre. Donc ça, c'est pour la diète. Et après, il y a des protocoles particuliers en fonction des configurations. On peut des fois envisager des antibiotiques ou pas. Ça dépend. Tous ne sont pas recommandables ou recommandés. Après, il y a des protocoles naturels qui marchent également extrêmement bien. On a même des études qui ont comparé des antibiotiques à il y en a une qui existe, du moins, qui a comparé antibiotiques comme la rifaximine à des produits naturels. Et ben, les produits naturels avaient plus d'efficacité de manière globale que les antibiotiques. Et sûrement que la raison est parce que les plantes elles agissent souvent sur les parasites, sur la flore fongique et sur les bactéries, chose que ne fera pas un antibiotique. Ça dépend lesquels. Le métronidazole, par exemple, lui, il agit aussi sur quelques parasites, il agit aussi un peu sur les archéméthanogènes, mais d'une manière générale, on a plus intérêt à commencer par des plantes, parce que même si on ignore une parasitose ou la candidose chez quelqu'un, on peut quand même aider là-dessus, parce que la plupart des plantes ont des propriétés assez larges dans leurs actifs, ça dépend lesquels on choisit. Et en fonction des configurations, effectivement, il y a des plantes qui sont plutôt adaptées. Il y en a qui vont plutôt fonctionner sur les archées, d'autres qui vont plutôt fonctionner sur les bactéries. Des approches notamment plus douces, notamment des polyphénols, sont très intéressantes pour l'ISO. Donc on a des molécules comme la pygénine, les extraits de grenade, des choses qui vont plutôt rééquilibrer. Dans le cas de l'H2S, on essaye de rééquilibrer et on fait attention justement à pas trop taper fort parce que ça pourrait encore plus perturber cette configuration-là. On a de meilleurs résultats en agissant de manière douce sur l'ISO de manière générale. Voilà, après, Merci. Donc, oui, laisse bon, bah, Krotoum c'est et Paul déjà compléter un peu. un bon topo là par rapport à ce que tu disais. Et donc, oui, peut-être Oh, Krotoum. mais il a quasiment tout dit, hein. Non, il faut C'est préciser. délicat de rentrer dans le détail de toutes les plantes parce que j'aime pas les protocoles types parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte, donc tu les as listés. Mais dans la prise en charge, il y a quand même aussi le microbiote buccal. On Hmm, n'en a pas parlé. Pour moi, c'est aussi fondamental. On se rend hmm, compte qu'il y a quand même une translocation, en tout cas, on va dire, des bactéries, on va dire. Plutôt buccales qui peuvent arriver dans l'intestin grêle, évidemment probablement parce qu'il y a aussi ce dysfonctionnement de certains organes digestifs, si j'ai un problème de complexe migramoteur, si j'ai un défaut de mes enzymes ou en hypochloridrie, etc. Et donc, il faut vraiment pas négliger le pouvoir de ce microbiote buccal qui va créer un état d'inflammation chronique, qui peut créer en tout cas un dysfonctionnement du système immunitaire, etc. Je dis tout le temps, hein, c'est une espèce de brèche qui se crée quand les gens ils saignent et tout. Donc, ça fait partie aussi des questions à poser. Est-ce que vous avez de la gingivite, vous saignez, maladie parodontale, etc., des caries, tout ça, ça fait partie aussi des questions fondamentales à poser, quoi. Et si ça ne va pas, direct dentiste pour aussi gérer ce microbiote qui est pour moi un vrai foyer infectieux. Oui, la parodontite d'ailleurs, la maladie parodontale en général, maintenant on a tellement d'études qui font le lien entre maladie parodontale et n'importe quelle pathologie. Vous mettez n'importe quelle pathologie, vous trouvez des études qui sortent. J'avais il y a quelques années publié deux ou trois études, même peut-être je pense plus, sur ce microbiote buccal et son lien avec certaines pathologies systémiques. On a un livre aussi qui est publié là-dessus, que j'avais co-publié aussi sur la maladie parodontale et les liens qu'il y a avec différentes pathologies. Et effectivement, les pathologies intestinales, c'est vraiment, et les pathologies auto-immunes, Tout à euh, fait. ouais, il y a un lien majeur entre les deux. Et là, ça fait partie pareil, des grands oubliés. La bouche, ça fait partie des grands oubliés, puisque, alors peut-être qu'il y a des dentistes ici, ils vont pas peut-être aimer ce que je vais dire, mais ma femme est dentiste, donc je me permets, les dentistes ne font pas leur travail. La majeure partie des dentistes, c'est les implants, les couronnes et ainsi de suite. Donc, bon, on a compris que tout le monde doit payer des factures, mais la pratique aussi de l'odontologie conservatrice, l'endodontie, de la vraie dentisterie, bah, c'est important pour les patients. Et comme tu disais tout à l'heure, renvoyer vers le dentiste, je dirais pas n'importe lequel. Fonctionnel, Le idéalement, oui. dentiste
voilà, fonctionnel, holistique, ou celui, au minimum, un dentiste qui fait un travail d'endodontie ou d'odontologie conservatrice, qui ne va pas vous arracher tous les dents. Euh, Paul, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à Oui, toute cette je prise en suis charge. content que, oui, c'est une très bonne idée, Koutoum, d'aborder la dysbiose orale, parce que parmi toutes ces études, et Amine, tu en as cité quelques-unes, mais sachez qu'il n'y a pas longtemps, on a publié une étude où il y a le Porphyromonas gingivalis, qui Hum, lui aussi est hum, une bactérie gram-négative, avec là aussi le système LPS endotoxémie qui a aussi lieu. Mais imaginez-vous que si on injecte cette bactérie chez les souris, eh bien, elle développe de la plaque amyloïde. Donc, il y a un hum, lien hum, direct entre l'endotoxémie d'origine buccale et le développement des maladies neurodégénératives. Donc, effectivement, c'est très bien d'en parler aussi, parce qu'à côté de ce problème au niveau intestinal, oui, effectivement, il y a aussi la bouche. Euh, D'autre part, oui, Christian, tu as fait une très belle synthèse du traitement. Je crois que ce qu'on peut ajouter, c'est qu'effectivement, à côté du problème de fond, où effectivement on agit sur l'acidité, la bile, les enzymes, la perméabilité, il faut bien sûr, d'autre part, agir sur tous les facteurs qui contribuent à cette inflammation, hein, stress, hyperglycémie et autres. Et j'ai vu passer quelques questions sur le butyrate. Je sais pas, Christian, peut-être, toi, tu veux dire quelque chose sur le butyrate? Je crois que c'est une molécule qui pourrait être très intéressante aussi dans tout ce qu'on a abordé ici, du moment qu'elle soit biodisponible puisque le butyrate, qui est en principe un produit de fermentation des bactéries du côlon, eh bien, on sait que ce butyrate agit non seulement sur la perméabilité intestinale, mais est aussi un immunomodulateur qui va soutenir les T régulatrices. Donc, certainement aussi une molécule à envisager dans tout ce qu'on a dit. Mm. Mais oui, merci. Paul, Donc, il y avait une question sur le butyrate, justement, là, dans le Mm. chat. Donc, si... Oui, si tu veux dire quelque chose sur le butyrate, Ouais. vas-y. Moi, alors, bon, le butyrate, ça fait partie, comme on dit, il y a jamais, pour reprendre les termes certains, il y a pas on n'a pas de molécule magique, molécule miracle, mais une molécule utilisée, on va dire, quand il y a un manque ou quand c'est justifié, ça peut vraiment avoir des intérêts. Et le butyrate, alors le butyrate, c'est bien évidemment, c'est plutôt pour le côlon, hein, parce que c'est la source carburant, c'est le carburant des colonocytes à peu près 70%. Donc déjà, quand on utilise des compléments de butyrate, il faut effectivement bien les choisir et avoir des formes, maintenant en plein de laboratoires aujourd'hui, qui développent des formes qui permettent une libération contrôlée des butyrates de dernière génération, comme le butyragène. On a des butyrates voilà, qui ont une libération qui permet d'amener justement le maximum de cette molécule là où il faut, c'est-à-dire au niveau du côlon. Et il y a deux cas dans lesquels je trouve vraiment très intéressant. Bon, dans les cas où il y a un manque de butyrate, oui, effectivement, on n'en mettra pas s'il y en a suffisamment. Donc aussi, des fois, d'où l'intérêt de doser le butyrate dans les selles ou même d'avoir une métagénomique pour voir est-ce qu'il manque les bactéries productrices de butyrate. Euh, D'une manière générale, les gens qui ont des alimentations très restrictives, qui ne mangent plus de fibres, qui font des régimes, c'est même plus low FODMAP, mais c'est plus aucun FODMAP sur du long terme, ont tendance à appauvrir le microbiote et à diminuer la production de butyrate. Et le butyrate, c'est quand même un anti-inflammatoire majeur. On le sait, hein, il y a des études qui montrent voilà, qu'il y a des liens entre une diminution des bactéries productrices du butyrate et les MICI, et la perméabilité colique, et la neuroinflammation. C'est que le butyrate doit aussi agir au niveau du cerveau, hein. C'est une molécule qui agit aussi sur d'autres organes. Bah, tu te rappelles sûrement j'avais fait en 2024, là, en janvier, j'avais fait une intervention sur au congrès là, Oui, à Alger là, sur la oui, thyroïde, et j'avais parlé du butyrate, et j'avais butyrate. parlé du fait qu'il y avait des études qui semblaient montrer que le butyrate aidait à augmenter l'entrée d'iode dans les cellules thyroïdiennes, parce qu'elle augmentait l'expression du transporteur NIS, transporteur d'iode. Et là, ils viennent Mm. de publier dernièrement des études qui ont clairement mis ça en évidence. Donc, on était sur des hypothèses, maintenant on est un petit peu plus sûr. Donc, on sait qu'on peut avoir un intérêt extra-digestif. Et moi, où j'aime bien l'utiliser, c'est en cas d'IMO. On a un lien entre, les études ont clairement montré
plus il y a de méthanogène, moins il y a de butyrate. On a une corrélation entre l'excès de méthanogène et le manque de butyrate. Et on sait que le butyrate a une action sur les contractions coliques. Donc, généralement aussi, les gens qui manquent de butyrate sont constipés. Et donc, en cas d'IMO, donner du butyrate peut aider à diminuer la méthanogénèse. Ça, je le vois régulièrement et les études semblent aller dans ce sens. Et une seconde configuration dans laquelle c'est intéressant, c'est l'ISO et notamment le LipoH2S. Pourquoi? Parce qu'on a aussi montré que l'H2S en excès a tendance à bloquer l'oxydation du butyrate. Il a un effet pro-inflammatoire. Donc le butyrate va permettre de tamponner un petit peu cet excès pro-inflammatoire. Et autre chose aussi, on a remarqué que notamment quand il y a un excès de protéobactéries dans le côlon, on sait qu'il y a un gradient d'oxygène. Dans le côlon, il y a beaucoup moins d'oxygène, on est plutôt en milieu anaérobie par rapport au Mm. grêle. Et donc, du coup, tant que cette anaérobiose est bien maintenue, on a un bon maintien des bactéries telles que Faecalibacterium prausnitzii, qui est une bactérie qui est productrice de butyrate et qui est sensible à l'oxygène. Donc, quand il y a un peu plus d'oxygène que de normal, ces bactéries-là peuvent être impactées, mais par contre, certains pathobiontes, comme des protéobactéries, peuvent proliférer plus facilement. Et en donnant du butyrate, surtout s'il en manque, on favorise donc l'oxydation du butyrate par les cellules du côlon. Ça va permettre de réduire le gradient d'oxygène au niveau du côlon et donc du coup de ramener des bactéries qui avaient pas disparu mais qui étaient en plus faible présence. Et il y a un effet clairement de diminution. Le butyrate n'est pas un antimicrobien, mais il est modulateur du microbiote. Le butyrate va augmenter les bactéries productrices de butyrate tout en diminuant certains pathobiontes comme les protobactéries. Donc je trouve que c'est un élément intéressant qui peut aider ponctuellement, c'est pas à prendre à vie hein, nécessairement, mais d'une manière ponctuelle sur un certain temps pour diminuer la perméabilité colique, pour diminuer la méthanogénèse, pour aider à contrer l'inflammation qu'un va induire l'H2S ou même pour diminuer les protobactéries. Et donc on a là une molécule parmi tant d'autres qui, bien utilisée, peut être intéressante. J'aime beaucoup le Merci butyrate. donc pour ce petit résumé sur le butyrate. Je sais que ça te tient beaucoup à cœur. Donc, pour résumer, au niveau de la prise en charge, bien entendu, on doit prendre en charge les causes, là où les causes, la plupart du temps, c'est plusieurs causes à des échelles différentes. On a aussi des intérêts particuliers par rapport aux antimicrobiens, qu'ils soient médicamenteux ou ce que tu disais tout à l'heure, donc antimicrobiens naturels sont plus à large spectre. On a aussi de tout ce qui concerne les prokinétiques potentiellement si nécessaire. Tout ce qui concerne les anti-inflammatoires et les réparateurs de la muqueuse, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ouais, zincarnosine, des acides aminés, etc., comme Le l'arginine, la PEA, citrulline, PEA, ouais. le PEA comme stabilisateur des mastocytes et anti-inflammatoire, etc. Et donc, bien entendu, tout ce qui concerne l'hygiène de vie, l'alimentation, il y a des spécificités en fonction des types de dysbiose. Je pense qu'on pourrait en rester là. On va finir peut-être par une petite note un peu décalée. Vous allez me donner votre avis, euh, tous les trois, sur le bleu de méthylène. Qu'est-ce que vous pensez du bleu de méthylène? Parce que ça a été évoqué à plusieurs reprises ici. On va commencer comme ça par Paul, Krotum et Christian. Que pensez-vous du bleu de méthylène dans la thématique qui nous intéresse ici? En deux mots. Oui, en deux mots, je dois dire que j'ai peu de retours dans ce sens que dans beaucoup de pays européens, c'est très difficile de travailler avec le bleu de méthylène. Donc, il y a beaucoup de régulations un peu complexes. Oui, aussi dans le lime, on l'utilise beaucoup. Mais je crois que si on a terminé sur une approche totale, je crois effectivement que l'approche totale est le traitement de base. Et oui, bien sûr, il y a quelques molécules comme le bleu de méthylène, mais bon, à ce niveau-là, il y a aussi l'origan, l'ail Voilà. et la lactoferrine, et bon, on peut en citer beaucoup. Donc, je ne crois pas qu'il y a des molécules miracles dans ce qu'on a abordé ce soir. Voilà, donc je retiens ce que tu disais à la fin. Et donc, Krotum, Bah, moi, ça va être rapide, hein. Je jamais utilisé, enfin même pas pour moi ou autre. J'ai acheté le livre, je l'ai pas encore lu. Je me pose beaucoup de questions. Justement, je me demande est-ce qu'il a un impact bénéfique ou pas sur le microbiote. Je comprends qu'il a des propriétés antivirales.
qui peut soutenir la mitochondrie, etc. Mais j'ai déjà entendu des personnes dire qu'elles prenaient du bleu de méthylène sur plusieurs mois et je m'interroge justement quel impact ça peut avoir sur le microbiote intestinal, que ce soit l'intestin grêle et justement le côlon. J'ai pas de réponse, hein, puisque justement je me disais ce serait intéressant de regarder le microbiote, de faire une analyse avant la prise de bleu de méthylène et après pour voir effectivement ce que ça a pu faire. Mais j'ai pas d'avis dessus. D'accord. Et donc, Chris, tu penses quoi du bleu? Je vais te donner un élément de réponse. J'ai vu, tu sais, toujours quand je cherche des trucs qui n'ont rien à voir, tombe toujours sur des trucs intéressants. Je cherchais un truc sur autre chose et puis je suis tombé sur, bon, le bleu méthylène. Je pense que c'est, voilà, pourquoi s'embêter avec ça alors que effectivement il y a des problèmes de régulation, c'est quand même compliqué à trouver. Bon, je pense qu'on a des choses qui sont bien, bien, bien plus efficaces, ça c'est clair. Après, le bleu méthylène, des choses qui sont connues dans des infections urinaires récidivantes. Il y a même des médecins aujourd'hui qui peuvent l'utiliser encore. Ça peut avoir un effet sur les protobactéries. Par contre, ce qui a été montré, et là je suis tombé sur des gens qui sont médecins et chercheurs et qui ont fait des analyses et des suivis de microbiote. Ils ont dit que le bleu de méthylène, c'était quand même mauvais, notamment ça tuait les bifidobactéries. Donc les Ouais, gens c'est qui un prennent du peu bleu ce de que disait méthylène à long Génétique. cours, il y a un impact non négligeable sur le microbiote. Après, il faut pas se leurrer. C'est comme je dis aux gens, je dis, c'est une molécule antimicrobienne. Même une plante, à part les polyphénols, Hmm. la grenade, la pygénie, des trucs comme ça, ils n'ont pas d'impact sur les bonnes bactéries. Au contraire, ils les augmentent et ils diminuent les mauvaises. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les polyphénols. Voilà, j'en suis fan, notamment dans le cadre de l'H2S. Mais il ne faut pas se leurrer. L'origan a un impact sur les bonnes bactéries aussi. La berbérine a quand même un La impact sur les bonnes berberine, bactéries. Elle diminue oui. les lactos. Hmm. Donc, tout antimicrobien, plus il est fort, ben, plus il a un impact sur le microbiote. Donc, moi, voilà, moi j'ai plutôt peur quand je vois des gens qui disent je prends du bleu de méthylène depuis un an et je me dis, ben, est-ce que je suis pas sûr que voilà, que ils en tireront peut-être à vie des effets bénéfiques. Après, ça reste une molécule, voilà, comme on sait, comme un médicament, comme autre chose. Ça peut être Hmm. utilisé de manière, pour moi, temporaire dans des cas bien particuliers, quand c'est bien suivi. Mais franchement, je pense que il y a pas grand-chose, hein. Si on regarde, même les gens qui l'utilisent, il n'est pas vraiment recommandé dans le cadre du SIBO, plus dans d'autres applications, mais Eh bien, écoutez, merci. Petit clin d'œil donc à mon ami Laurent Schwartz. On invitera peut-être la prochaine fois ou dans une autre occasion pour discuter de ce sujet passionnant qui est le bleu de méthylène ou comme il aime le dire, le bleu tout court. Merci à vous toutes et tous d'avoir assisté à cette table ronde. Donc, petit rappel pour celles et ceux qui viennent d'arriver à la fin, 11 et 12 octobre prochain, Lyon, l'embarcadère, microbiome 360 degrés. Vous avez un panel d'intervenants exceptionnel. Je dirais que c'est l'événement de l'année. Donc, Pimentel, Jacobi et Siebecker, en général, on les retrouve jamais. C'est pas en général, c'est toujours. On les retrouve jamais ensemble comme ça dans le même événement. Donc là, c'est le premier événement. Ils vont se rencontrer tous ensemble. Donc, SIBO 20, code moins 20% pour toute inscription en ligne. Et bien entendu, il reste plus d'inscriptions en présentiel, malheureusement. Celles et ceux qui, enfin, toutes mes excuses pour celles et ceux qui n'ont pas pu s'inscrire en présentiel. On prévoira des salles plus grandes la prochaine fois. Donc, les places restantes, j'ai fait encore le compte, hein. On est à 31 places en virtuel restantes. Donc, merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui viennent de s'inscrire. Et les autres, n'hésitez pas à vous inscrire maintenant parce que je pense que d'ici demain, c'est terminé. Il n'y aura plus de place en virtuel. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et je vous dis donc à la prochaine. Et celles et ceux qui sont inscrits au congrès, ben, à octobre alors. Merci à vous trois d'avoir participé à ce passionnant débat Merci à vous. et, Merci. et à très bientôt.